Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Bonjour Mehdi Canafi, je vais bien. Et toi, comment tu vas ? Tu vas bien. Petit point, allergie, comment va ta gorge ? Toujours enrhumé. Alors la gorge va bien depuis le début, aucun problème là-dessus. Aucun, Et c'est le nez, le nez est pris comme on dit. Oui, mais des fois tu as des petites quintes de tout. Exactement, donc je parle du nez, on espère qu'on n'aura pas à interrompre l'émission cette fois-ci. Voilà, en tout cas, si ça arrive, il y aura une petite pastille humoristique là-dessus. Bon, allez, on se lance dans ce Red Alert. Au sommaire de cette émission, on va s'intéresser à un phénomène qui n'est pas nouveau, loin de là, mais qui fait quand même pas mal parler de lui en ce moment, c'est les remakes. Puis, dans la seconde partie de l'émission, on va rester dans le thème et décortiquer Resident Evil 1, le remake, que les anciens nomment aussi Rebirth. Ça sera aussi l'occasion pour moi de poursuivre mon marathon top 10 all-time. En ce moment, je suis plutôt pas mal, j'ai un rythme. Ça monte. Mais bon, si je dois faire les 10 sur la saison, je suis mal quand même. Parce que... Oh, t'es pas à la moitié de l'année encore. Bah si, complètement. C'est à la fin du mois. C'est complètement la moitié de l'année. Bon, on verra, parce qu'en plus, je dois refaire les jeux pour savoir ceux qui vont rentrer dans le top 10. Je sais pas si je tiendrai, je sais pas. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous vous parlions pendant notre interlude des potentielles annonces de la Star Wars Celebration. On espérait très fort une suite à Star Wars Jedi Fallen Order. Et cette suite, elle a été dévoilée. Elle se nommera Star Wars Jedi Survivor et elle est prévue sur PC et console next-gen uniquement. On incarnera encore Cal Kestis, 5 ans après les événements du premier jeu. Qu'est-ce que t'en penses de cette annonce ? Est-ce que tu es plutôt content ? Oui, parce que le premier jeu était cool, il y avait de la marge de progression, donc on peut s'attendre à un jeu encore meilleur. Ouais. Et le teaser est intriguant parce qu'on voit un perso bizarre dans une cuve de Bacta qui a l'air de ressembler au héros. Un clone peut-être ? Ouais, je ne sais pas. Moi, je suis très très content de voir une suite. J'avais adoré le premier et surtout le fait qu'il soit. Alors, voilà, on a la chance d'être équipé en console next-gen. Je suis content que le jeu soit uniquement next-gen pour pouvoir un petit peu pleinement exploiter cette nouvelle génération de consoles. Et puis, je sais pas si vous regardez une série actuelle de Disney+, moi, je mise beaucoup sur un crossover. Je sais pas si ça sera le cas ou pas. Un autre retour sur PlayStation et Xbox qui étrangement se croisent dans les stratégies, une forme de convergence inattendue. Nico, ça veut dire quoi ? Alors, il n'y avait pas de quoi faire une chronique sur le sujet, mais c'était intéressant, je trouve, de revenir là-dessus. Sony a pris la parole récemment dans un mode un peu business, un peu actionnaire, pour faire le point sur sa stratégie PS5. Alors, au-delà de l'idée de développer sur PC, sur mobile et tout, d'ouvrir son marché, ça, on en a déjà parlé ensemble dans d'autres Red Alert. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que au début de cette génération de consoles, on avait deux approches avec Sony et Xbox. PlayStation et Xbox, il y avait deux propositions bien marquées, bien différentes. Et c'était une conclusion légitime, vu ce que les stratégies qui étaient élaborées. Mais avec le temps, en fait, et les déclarations d'intention qui ont suivi, on se rend compte, en fait, qu'on a une convergence qui est quasiment totale des deux modèles économiques de ces deux acteurs-là. On a les deux acteurs qui ont fait de la cross-gen pendant quasiment... On arrive sur la deuxième année, ça risque même de se prolonger encore plus, alors qu'au début, Sony parlait de génération qui respecterait ce saut de génération. Normalement, oui. On a les jeux, on l'a dit, qui se développent sur un écosystème à la fois console, PC et mobile. C'était le credo de Xbox avec son Game Pass. Ça arrive aussi chez PlayStation. Le service par abonnement, là aussi, Sony a proposé son alternative au Game Pass avec son PlayStation Plus, nouvelle formule. Avec leur petite variante, mais dans le fond, c'est un peu la même chose. Ouais, et donc on a aussi maintenant le but d'avoir des jeux services pour justifier ces abonnements et pour pouvoir faire hacker les joueurs tous les mois un petit peu, quoi. Donc on a d'un côté Microsoft qui s'est un peu rapproché de Sony avec sa volonté de faire du jeu solo narratif peut-être un peu plus costaud avec les rachats des studios comme Ninja Theory par exemple, qui est un peu spécialiste là-dessus. Et de l'autre, on a Sony qui tente un peu de faire du Microsoft avec une horizontalité de son offre, là où avant c'était vraiment spécifique sa machine, son offre. Là on voit qu'ils essaient un peu de s'ouvrir au marché de manière plus globale. Donc il reste encore des petites différences entre les deux. On a par exemple le Game Pass de Microsoft, évidemment, qui propose les exclus first party en Day One, ce qui n'est pas le cas chez PlayStation. Sony, par exemple, lui, explore la VR, ce que Microsoft ne fait pas du tout. Oui. Donc il y a encore à la marge quelques petits marqueurs distinctifs. Mais voilà, les deux acteurs, on voit que ils ont la même étude du marché, ils tirent les mêmes conclusions dessus, ils vont dans la même direction. Donc, comme d'habitude, on peut dire, c'est un peu le marché qui dicte sa loi, et c'est pour ça d'ailleurs que les deux consoliers en fait proposent leur machine next-gen avec quasiment les mêmes technos à l'intérieur. Enfin, on voit que là aussi il y a une convergence qui est liée tout bêtement au marché, à l'économie du moment. Donc on se rend compte que Microsoft et Sony sont pas si différents que ce qu'on imaginait. Là où Sony, on peut s'étonner sur ce revirement, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de changements dans l'organigramme de la société. On sait que la transition PS4-PS5 c'est pas faite dans la douceur pour le coup.
Et nul doute que les points de friction concernaient certainement ces décisions-là en fait qu'on voit aboutir qu'aujourd'hui. Et c'était un petit peu, je pense, plusieurs philosophies qui s'affrontaient à ce moment-là. Même si c'était quand même assez fluide, tu vois, on n'est pas dans un changement de politique comme Ubisoft l'est actuellement, où là on voit vraiment qu'Ubisoft ils sont dans la peine. Sony, tu vois, comment il s'appelle, je suis fan de lui, le nouveau boss des Sony Studios. Herman Hulst, qui a pris grave les choses en main, ça se passe plutôt bien au niveau des développements. Ouais, mais ils ont renouvelé beaucoup de leur organigramme. Ouais. T'as Sean Layden qui était le président de PlayStation US qui est parti visiblement en colère, et quand il fait des déclarations, tu sens que ça s'est pas bien passé. Il y a Chouchou, donc Shuei Yoshida, qui a été... Alors, il n'est pas rétrogradé. Il a un poste qui est quand même moins en vue, moins important, qui certainement nécessite moins de moyens. Est-ce que c'est pas son choix, surtout? C'est qu'il, lui, il est vraiment il adore être au proche des petits studios indés et d'être responsable de cette branche-là. Et puis, on a eu aussi, surtout, un président de PlayStation, qui est resté, qui a fait un passage éclair de 2-3 ans, qui a commencé à dire les consoles portables c'était peut-être pas une mauvaise idée, et puis bam, il s'est fait dégager avant que Jim Ryan vienne prendre un petit peu la place, quoi. Mais tu l'as évoqué, le fait qu'ils aient des politiques qui convergent, ça se comprend par leur position dans le marché. En fait, c'est les deux gros qui font la course à la technologie, comme on disait à l'époque. C'est normal finalement qu'avec deux philosophies de consoles un peu similaires, ils se retrouvent finalement sur tu vois, la guideline, comment ça va se passer. Oui, et puis les deux voient Fortnite qui cartonne, donc ils veulent du jeu service. Les deux voient Netflix, Spotify et tout cartonner, donc ils veulent de l'abonnement. En revanche, ça rentre en friction, c'est que leur force à chacun, s'ils vont commencer à faire la stratégie de l'autre, ça va peut-être pas matcher. Par exemple, je m'explique, le fait que Sony, depuis des années, développe des studios first party, des gros jeux solo narratifs, Microsoft lorgne vers ça. Sony a pour politique de pas rendre ses jeux disponibles instantanément sur PlayStation Now, là où en fait Microsoft a assuré que les gros jeux seraient disponibles sur le Game Pass. Finalement, ça marche peut-être pas, et on voit tous ces gros jeux AAA first party de Microsoft glisser du Game Pass, pas glisser du Game Pass, mais glisser du calendrier, parce que les intégrer en premier lieu sans faire de l'argent avec les ventes directes, ça peut poser problème. Il y a Strozelny qui a fait une déclaration, président de Tech2, qui dit que c'est inenvisageable pour eux de balancer leurs gros jeux comme ça dans des services. Oui, parce que c'est pas eux qui proposent le Game Pass. Bien sûr, mais Day One. Il dit que la politique, en fait, de proposer ces jeux quand ils deviennent fond de catalogue, ça peut s'entendre. Là où Microsoft l'a assuré, et là où Sony a pris une position en disant ça c'est quelque chose que nous on veut pas faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une friction, c'est que créer un gros jeu AAA et le proposer Day One sur ton service en streaming, ça peut, en tout cas, il faut l'éprouver. On n'a encore jamais, tu vois, le Game Pass a 5 ans cette semaine, ce qui est énorme. Mais tu vois, des gros jeux massifs sortis Day One, finalement, est-ce qu'on en a vu tant? On n'a pas vu tant que ça. Il y a eu ceux de Microsoft l'an dernier, quoi, après. En 5 ans, il y a eu l'an dernier, et on voit que ça glisse, que je pense qu'il va falloir quand même plusieurs années pour digérer tout ça, et que ça se croise. Je trouve ça logique, mais il y a peut-être que des craintes un petit peu à avoir là-dessus. On verra par la suite. On rentre de plein pied dans le Summer Game Fest, et si on a un petit topo à vous faire sur le State of Play, c'est maintenant. Le lendemain, à la première heure. Et nous revoilà, pour vous, c'est sans coupure, mais nous sommes le lendemain, on n'est pas habillés pareil, nous ne sommes pas sur les mêmes dispositions, mais nous avons vu le State of Play de PlayStation, qui était plutôt pas mal, hein. Déjà, est-ce que, en un mot, t'as trouvé ça cool? Plutôt cool, pas mal d'annonces, de trailers sympas, rythmés, c'était sympa, c'était bien. Bon rythme, stylé. Petit truc déjà, c'est toujours compliqué ces conférences, ces prises de parole où il n'y a pas de développeurs, il n'y a pas de présentateurs, et d'avoir une certaine identité. Là, ça aurait pu être, c'était une conférence Sony tiers, ça aurait, je pense, pu être n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être une conférence Summer Game Fest de Geoff Keighley. Ça s'articulait évidemment autour des sorties PlayStation, mais il n'y avait pas quelque chose qui donnait vraiment une couleur bleue Sony. Il y a quelques temps, je sais pas si tu te souviens, il y avait eu un trailer, aussi une conférence Sony, où ils avaient fait tout un espèce de clip où tu avais des gens qui étaient dans une ville, je crois que c'était New York, on voyait des grands bâtiments, et en fait on voyait des personnages Sony qui étaient comme ça en cire et tout, et en fait c'était entrecoupé comme de trailers de jeux. Et je trouve que tout ça, en fait, au moins ça a enrobé, je trouve, la conférence de quelque chose qui était plus Sony, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui... c'était un set of play, donc on s'attendait pas à un PlayStation Showcase, un truc plus costaud avec Jim Ryan, genre qui vient tenir la bavette, tout ça.
Mais ouais, c'était peut-être un truc qu'ils avaient besoin de faire maintenant parce qu'il y a l'actu du moment, il y a des annonces qui dans l'air. Parce que eux, peut-être qu'ils sont focalisés déjà sur un autre moment de com un peu plus loin. Ils en ont sous le pied, du coup. Pour, en interne, oui, le first party, de toute façon, ouais, c'est clair. Bon, c'était un truc, une prise de parole tiers, et ça surtout, c'était assez efficace, et on va commencer par Capcom, parce qu'ils ont commencé par Capcom, avec Resident Evil 4, le remake. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Je crois que c'était MGS3 au début. J'ai vu le 3 là dans la fonte et tout, avec la petite guitare sèche. Elle était sympa, la mise en scène. MGS3, ouais. Ah bah cool, mais c'est vrai qu'on n'a pas de phase de gameplay immersive et tout, mais ça va arracher, de toute façon, ça a l'air déjà trop beau. Ça a l'air très beau. On a vu, ils ont déjà déclaré qu'ils ont réimaginé l'histoire, donc ça sera peut-être un peu moins con qu'à l'époque, mais mieux intégré avec Ada ou quoi, j'en sais rien. Il y a eu des déclarations sur l'histoire très précisément en disant qu'ils voulaient l'enrichir. Eh ben tu sais quoi, moi je suis très chaud, mais j'ai ultra peur. Et vraiment, vous allez le voir dans quelques minutes, hein, on en parle à la fin de cette émission sur les remakes de Resident Evil en l'occurrence. Celui de Resident Evil 2 et celui de Resident Evil 3, ils avaient été cool, super efficaces parce qu'il y avait eu un changement de paradigme entre la vue... caméra fixe à l'ancienne et là le mode Resident Evil 4 pour RE2 et RE3. Là on est sur du Resident Evil 4 qui semble refaire du Resident Evil 4. Moi ça me fait flipper. Je me demande à quel point le RE4 le RE4 était une révolution de l'action pour la saga et tout. Là waouh, le défi déjà de reprendre RE4 il était relevé et là sans changer justement le paradigme de ce RE4, je suis vraiment très très flippé. Moi, ce qui m'en triste, c'est qu'on passe de RE3 à RE4 comme si Code Veronica n'avait jamais existé. Comme toi, je crois que tous les deux, c'est le remake qu'on attend potentiellement le plus. Ouais, mais c'est celui qui avait un potentiel gigantesque. Qui n'arrivera jamais, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il est trop long ? Parce que RE4 est long aussi. Ouais, c'est mal barré. Parce que c'est pas un jeu qui est aussi autant apprécié, quoi. Qui s'est autant vendu. Ok, on enchaîne avec Capcom, toujours avec Street Fighter 6, qui se montre, qui se confirme, et qui prend une date à l'année prochaine. Alors moi, en gros, Footix, ce qui m'a intéressé, c'est le mode un peu solo, où tu te balades dans la rue, tu fais tes activités et tout. Il y a le mode World Tour et le mode Hub, qui vont être un mode plus communautaire, le mode plus solo. Les jeux de baston, chaque grande franchise, c'est risqué à un mode solo souvent un peu claqué. Est-ce que celui-là va être cool ? On espère, en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui manquait un peu au précédent. De toute façon, on l'avait suffisamment tensé pour ça. Après, c'est vrai que j'ai déjà vu les experts cogiter autour du système de combat et tout. Alors moi, j'y connais rien, donc je vais pas faire semblant. Mais après, l'identité graphique, je trouve qu'on reste dans le prolongement du 5, qui était déjà dans le prolongement du 4. Je trouve qu'il manque un peu un truc vraiment différenciant et tout, même s'il y a les effets un peu tag et tout. Ken, pour rigoler, disait que c'était un crossover avec Splatoon. Je trouve ça marrant. C'est vrai qu'il a un côté street art un peu qui est sympa. Le design des persos, on a vu qu'il y a pas mal de persos qui ont été dévoilés, ils sont plutôt cool. Mais ce qu'on a vu, nous, c'est un gros leak quand même. Ouais. Ah, c'est un leak du coup ? Enfin, oui. Et de ce qu'on a vu, si ça s'avère vrai, ça a l'air très 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 stylé, quoi. Ils ont vraiment beaucoup de caractère. En tout cas, pas de révolution a priori. Juste si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sort aussi sur PC et Xbox, donc c'est fini l'exclu. Xbox, j'ai pas vu. Moi, je me demandais justement si ça allait être une exclu comme à l'époque. Alors, j'espère que je mélange pas avec RE4, mais à la fin, on voit les logos des RE4, c'est le cas, ça, on le sait, que c'est multi. Donc à voir. Vous verrez aussi dans quelques minutes, c'est une mission avec plein de rebondissements temporels où on mise sur un Street Fighter 6 sur Mars. C'est encore possible parce que tout à l'heure on regardait justement avec Ken. En 2019, il y a eu DMC5 le 8 mars 2019, il y a eu RE2 Remake le 25 janvier 2019, et il y a même eu Street Fighter 5 Arcade le 29 mars 2019. Donc ça, quand ils chargent comme ça le premier trimestre, c'est pour vraiment gonfler le bilan fiscal. S'ils ont vraiment envie d'assurer et de faire plaisir aux actionnaires, ou en tout cas les rassurer, pour l'année prochaine, on peut avoir finalement ce Resident Evil 4 Remake qui est prévu pour fin mars 2023. Et là, Street Fighter 6, on ne sait pas encore quand il va arriver, mais peut-être le premier trimestre, ça serait cool. Ouais, ça serait cool. Après, je pense qu'ils se sont pas engagés sur un mois au cas où ils aient besoin de peaufiner, ils aient besoin de plus de temps. On sait que maintenant c'est un peu comme ça que tout le monde fonctionne. À voir, je ne sais pas. Nous, on aimerait bien que ce soit le premier trimestre. On aimerait bien, ça nous ferait plaisir. C'était annoncé, on le savait, un segment VR assez... Alors, je pensais que ça allait être plus conséquent que ça, et je suis content parce que moi je suis pas un grand adepte de la réalité virtuelle, mais on a eu un enchaînement. On était sur Capcom, on glisse avec Resident Evil 8 qui là nous permet de revisiter le jeu entier, de ce qu'on croit comprendre. Ouais, ce qui était attendu finalement. Et RE4 même qui ont lancé du contenu VR sans dire que ce sera le jeu en entier.
il y aura du contenu en VR sur les 2 Resident, quoi. Ouais. Le RE8, il a l'air plutôt solide, ou en tout cas aussi beau que le RE8 qu'on a pu faire. Là où Après, les vidéos VR, on sait ce que c'est. Hein, c'est jamais le rendu forcément que tu auras le casque sur les yeux, quoi. On espère, on croise les doigts, mais si c'est ça, du coup, le PSVR 2, il sera un petit peu plus musclé. Rapidement, hein, sur la VR, on a eu No Man's Sky. Tu me dis si tu as des trucs à raconter. On a eu Horizon qu'on savait se faire jour sur cette conférence qui s'appelle Call of the Mountain. Bon, je sais pas si toi t'es spécialement excité. À voir, non, curieux, mais... Petite mise à jour de Horizon 2 au passage, hein, qui va avoir un nouveau mode de difficulté, des armes, des costumes, un New Game Plus, le restart des statistiques, et bien plus, hein, c'est assez conséquent. Donc bon, c'est toujours sympa. T'es sur Horizon 2, donc pourquoi pas. Il y a eu quoi ? Il y a eu une annonce PC, Sony PC, Spider-Man, on attendait tous Returnal, finalement c'est Spider-Man qui arrive. Bon, ils vont égrener mois par mois, jeu par jeu, mais... Je trouve ça cool qu'ils en fassent une petite section en disant voilà, il y a un jeu qui arrive sur PC. Moi je trouve que ça trouble un peu la communication, parce que t'as une conf PlayStation, t'as Spider-Man qui arrive, tout le monde se dit c'est quoi, c'est le 2, c'est le VR et tout. Finalement c'est un jeu PC que voilà, sur console tout le monde connaît. Je trouve que c'est niveau communication c'est un peu étrange, mais bon, tant mieux pour les joueurs PC qui vont pouvoir goûter au jeu, qui est très cool. Le PC c'est pas du jeu vidéo, c'est ça, je comprends bien ce que tu veux dire. Non, mais, c'est vrai que c'est étonnant, quoi. On n'a pas eu trop de mots, hein, sur le PlayStation Plus. C'est vrai qu'ils ont essayé quand même de bien segmenter les choses. On a vu un trailer, encore une fois, de gameplay de Stray, hein, le jeu de B12 que on attend particulièrement. On avait reçu dans un précédent Surstrike l'un des développeurs du jeu, un jeu qui sera édité par Annapurna. Là, on en a vu un petit peu plus. On a appris qu'il sortait là, le 19 juillet. Et ce qui est cool, sur PlayStation Plus Day One pour les 2 versants les plus élevés, qui s'appellent Premium et Essentiel. Non, Essentiel c'est le moins cher, les 2 plus chers. Il faut payer pour avoir Stray Day One. Ça te branche ? Le jeu, ouais, depuis le début il me branche. Je reste curieux, voir ce que ça va donner. Après Annapurna, c'est la grosse régalade, hein. Si c'est pas Microsoft, c'est Sony qui régale. Je pense qu'on leur finance tous leurs jeux à chaque fois. Eux, ils sont même pas sortis, quoi. Moi, je trouve que ça a l'air assez prometteur sur l'incarnation d'un chat. C'est vrai que les possibilités d'être un petit félin, ça a l'air... Moi, c'est ma plus grande attente, de pas être quelqu'un sur 2 jambes, d'avoir les possibilités d'un humain ou même d'un super-héros, mais là, d'être quelque chose, un animal à 4 pattes, ça a l'air de vraiment répondre à ça, et je suis ultra curieux. Moi, je suis un peu peur, parce que j'ai l'impression qu'il faut interagir sur X à chaque fois pour monter sur un truc, choper un objet et tout, où t'avais pas, genre... un bouton de saut où tu peux te déplacer librement. À la fin ça du a l'air trailer, assez encadré. À la fin du trailer, il y a des séquences de fuite, ça a l'air un peu plus musclé. Bon, on verra bien. Pas de confirmation pour Tunic sur le PlayStation Plus, mais Tunic sur PlayStation tout court. On mise un petit peu sur... alors à l'époque où Tunic était sorti sur Microsoft et PC, le jour où il est sorti sur Microsoft, Xbox, le Game Pass a dit au fait, il est dispo. Est-ce que sur PlayStation Plus, ils vont faire pareil ? Ça serait cool. Ce serait cool pour les joueurs PlayStation Plus, mais quoi qu'il arrive... que les joueurs PlayStation puissent essayer à Tunic, c'est une super nouvelle pour eux, quoi. Très bonne nouvelle, on a adoré Tunic ici. Petit mot rapidement, hein, sur Season Letter to the Future. Moi je sais qu'au début j'étais un peu circonspect, je savais pas trop ce que c'était. Ce jeu où on voit une héroïne en vélo avec son appareil photo, là on a vu qu'il va falloir qu'elle fasse des enregistrements sonores. On sait pas trop encore de quoi il est question, mais ça a l'air assez planant et un trip, pourquoi pas, bienvenu. Est-ce que toi, il te donne envie ou pas spécialement ? Pour l'instant, pas plus que ça. C'est vrai que ça reste un peu nébuleux, donc on va avoir... Automne 2023. On va avoir l'automne 2023. Ah ouais. Oui, donc on a le temps d'en voir plus. On a carrément le temps. On est quasiment à la fin. En juste un petit mot, peut-être que c'est perso, mais c'est Roller Drome. Je sais pas si toi ça t'a fait le même effet, mais moi j'ai vu les premiers screens, les premières vidéos, je me suis dit une suite de sable. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Et en fait, pas du tout. Hein. C'est le studio en charge de Holy World qui là nous propose en fait une nouvelle licence qui va être du combat en arène dans cette direction artistique très Moebius. Ils restent dans leur délire de skate roller, truc. Alors là, on est vraiment dans une ambiance années 80. Franchement, le thème avait l'air ouf. La proposition, in fine, moi, m'intéresse beaucoup, mais j'ai vraiment eu une arythmie, quoi. Quand j'ai vu Sable 2, c'était vraiment la folie. Et on termine, comme la conférence Sony, par un gros morceau, Final Fantasy XVI. Voilà, vous allez voir dans à peu près 50 minutes mes prédictions de mon top 3. Bah écoute, voilà, on s'était tous un peu enflammés pour rien en fait. Hein. Parce que je vous l'avais dit. Non, je le ferai pas. Mais c'est vrai, je pense que donc, ça montre... été, hein. Ouais, ça montre que
Enfin, en tout cas, Yoshida et moi, on n'a pas les mêmes notions de prochainement, de phase de finition, de dernière ligne droite, parce que il y a encore au moins 1 an d'attente minimum, quoi. Ouais, on en reparle dans quelques minutes. Il y avait beaucoup d'espoir sur en fait, un retard pour Forspoken. Et en fait, que FF16 se substitue à la sortie de Forspoken en fin d'année pour pas qu'il y ait 2 grosses sorties de Noël. Pas du tout. FF16, c'est pour l'été 2023. En tout cas, le jeu a progressé graphiquement, je trouve, notamment au niveau des visages, qui sont un peu plus Ivali style, je trouve, un peu plus Vagrant story. Ouais, après, c'est vrai qu'on n'a même pas eu l'occasion d'en parler, mais ça t'a chauffé, toi, du coup? Ça m'a chauffé de ouf, hein, l'univers me branche énormément. Le système de combat, donc voilà, responsable des combats de DMC5 qui est là sur FF16, on voit vraiment le dynamisme des combats, toute l'interface qui est vraiment visible, où on voit le bouton jump, on voit qu'on peut... Il semblerait qu'on puisse switcher de personnage, on voit en haut à gauche, ça m'intrigue beaucoup, et je mise sur un petit twist, donc on voit sur la jaquette du jeu, donc illustrée par Amano. Amano, à chaque fois, sur ses illustrations de jaquette, c'est un twist qu'on voit plus tard ou qu'on comprend un petit peu en second temps. Là, en fait, c'est vraiment le combat de ces 2 chimères, hein, qui s'appellent dans FF16 les primordiaux. Et en fait, on voit des combats de primordiaux avec des barres de vie. La Street Fighter, quoi. Ou peut-être, moi, je mise sur un petit tour par tour. Justement, là, on est sur un jeu en full action RPG, façon plus DMC, etc. Peut-être ces combats de primordiaux seront là, ou du tour par tour, ou un gros Shifumi. Tu vois, où on va peut-être décider une action et l'autre en même temps, et puis ils vont C'est un peu simpliste peut-être, parce que c'est vrai qu'ils l'ont largement mis en avant dans le trailer. Ouais, je sais pas. Après c'est vrai que c'est intriguant, parce qu'on a vu ces barres de vie à la Street Fighter et tout. Moi je suis quand même ultra saucé, c'est vrai que les invocations ont vraiment l'air au cœur du scénar, au cœur du truc. Bon, le logo, nous l'avait de toute façon renseigné. Moi je trouve l'interface juste un poil un peu moche et un peu trop envahissante, mais bon, ils peuvent encore peaufiner là-dessus. C'est vrai que t'as des barres de vie partout, t'as des trucs de dégâts partout, c'est un peu... Et ça, hélas, c'est le propre de l'action RPG, quoi. Tu vois, Damien, vous le direz avec Maestria, mais les Xenos peuvent faire bien alors que c'est chargé. Mais dès qu'on est sur un système un petit peu comme ça, plus dynamique, si tu veux rendre les choses un peu plus denses et complexes, il faut un petit peu plus de HUD. Ça peut être le risque. La musique, alors peut-être que vous la connaissez, mais le compositeur c'est Soken. Moi je le connais pas, mais c'est le compositeur de Final Fantasy XIV et de Mario Oops. Ah oui, le jeu de basket. C'est vrai que c'est Square Enix qui l'a développé. Exactement. Et donc, voilà, moi je suis pas du tout familiarisé avec son son à lui, mais ce que j'ai entendu là dans le trailer, c'est ouf. Avec à la fin, tu sais, quand il chante le nom des primordiaux. Franchement, mais ambiance de malade. Ceux qui suivent Soken et notamment l'OST de FF14, ils sont comme des oufs pour la musique de FF16, je pense. Donc, de toute façon, ils ont montré un peu l'organigramme de l'équipe un peu dirigeante du projet. Ça reste la team FF14 qui avait été annoncée en amont. Dans tous les cas, j'ai l'impression vraiment que c'est un FF16 qui est très attendu, mais surtout qui va être vivifiant, avec des nouvelles personnes en avant, Yoshipi la Soken, ça va être du neuf, ça fait du bien, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'on l'attend tous énormément, quoi, avoir un peu une nouvelle fraîcheur, quoi, sur la licence. On vous donne rendez-vous en été 2023 pour FF16 et à tout de suite pour la suite de l'émission. 12 secondes plus tard. Et rebonjour. Qu'est-ce qui se passe ? N'hésitez pas à traquer les faux raccords dans cette vidéo. Hop là, on est là, on n'est pas là, on est là. Et là, on revient. J'ai oublié, je suis désolé, d'évoquer un jeu. Pourtant, jeu, moi, qui m'a le plus marqué de cette conférence, et je mets déjà une pièce sur, ça sera mon jeu du top 3 du Summer Game Fest, c'est The Callisto Protocol, jeu, de Glenn Schofield, celui qui a cofondé à l'époque, il était vice-président et directeur général de Visceral Game. Là, il revient avec son studio qui s'appelle Striking Distance, avec un Dead Space-like. Est-ce que toi, ça t'a chauffé ? On attendait exactement ça, un Dead Space-like, et c'est même encore plus Dead Space que ce que j'imaginais, mais ça a l'air ouf. Franchement, on a vraiment... Moi, je l'attends de malade. C'est vrai qu'il y a une filiation claire entre Dead Space et ce jeu Callisto Protocol. Il n'y a plus aucun lien avec PUBG. Donc, c'était à la base un jeu qui devait se passer dans l'univers de PUBG. C'est absolument plus le cas. Mais on peut voir déjà les belles inventions qu'il y avait eu sur Dead Space, c'est-à-dire la barre de vie qui était dans la diégèse, c'est-à-dire dans la combinaison. Là, c'est un petit peu le cas pareil, parce qu'on a quelqu'un qui sort d'une sorte de prison dans l'espace. Tout le délire horreur, body horror et tout, ça a l'air vraiment, vraiment glauque. Ça a l'air assez
C'est terrifiant. Moi, je suis très 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 chaud. Glenn Scofield a récupéré avec lui certains membres de l'équipe de Dead Space, mais il n'y a pas les deux game directors de Dead Space qui sont partis. L'un chez Sledgehammer avec Glenn Scofield pour les Call of, et l'autre il a fait un autre studio de soutien. Donc on a pu les têtes pensantes de Dead Space, mais lui il était producteur à l'époque de Dead Space et il était même à l'idée originale du jeu. Donc moi j'en attends vraiment énormément. C'est un jeu qui sort le 2 décembre là de cette année, et moins d'un mois après, donc en janvier, il y a Dead Space Remake. Et 2 mois après, il y aura Resident Evil 4. Est-ce qu'on est sur un petit défi duel de jeu d'horreur à la troisième personne, un petit peu plus action? Toi, ça va être quel ton candidat, Dead Space, Protocol ou Remake? Lequel tu La penses? fraîcheur de Callisto Protocol, même si une fraîcheur relative, parce que ça ressemble quand même à Dead Space 4, quoi. Toujours cool d'avoir une nouvelle IP. Donc voilà, écoutez, on vous laisse, encore une fois. Peut-être pas. On sait pas. On va rentrer, allez, ça y est, maintenant, dans le Red Alert à fond les ballons. Là, j'essaye de meubler parce que du coup, tu vois, il faut que je me retrouve dans mes fiches. On va commencer avec les remakes. Les remakes, le phénomène. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun? Est-ce que quelque chose qui est nouveau? Est-ce qu'on peut dire que cette génération, la génération actuelle, c'est la génération des remakes? Ouais, c'est un sujet qui est dans l'air, et à juste titre, parce que on constate qu'il y a de plus en plus d'annonces de remakes sur cette génération de consoles. Oui. Alors les précédentes, c'est vrai qu'on avait beaucoup de remasters, on faisait passer les jeux d'une gène à l'autre parce qu'il n'y a pas forcément de compatibilité entre les machines. On s'appelle sur PS3 et PS4, on avait des compiles Silent Hill, Zoé, Metal Gear, Last of Us. Qui n'était pas fameuse, en tout cas, tous ces remasters de chez Konami. Ouais, c'était fait un peu par-dessus la jambe, et du coup, ça n'avait pas forcément bonne réputation. Mais là, on parle vraiment d'annonces de remake, donc quelque chose d'un peu plus reconstruit, on va dire. Et des annonces, on en a eu récemment à moult. On a eu Max Payne 1 et 2 qui vont revenir, on a le KOTOR qui revient avec un nouveau budget, nouvelle équipe. The Last of Us, le premier qui reste toujours une rumeur, mais a priori il y a quand même peu de doute qu'il va faire son retour sur PS5. Dead Space aussi du côté de chez EA, qui a été largement documenté par ses devs pour préparer son retour. On a évidemment Resident Evil 2 et 3, on va en parler, qui sont peut-être un peu les initiateurs de cette mode-là, quoi. Et donc ça en fait beaucoup, donc on peut parler peut-être de génération de remake. En tout cas, c'est un sujet qui est dans l'air de manière assez spectaculaire, quoi. On va essayer de décortiquer un peu ce qui est un remake, mais on va pas du tout se pencher sur la terminologie, les remakes, les remasters, les relectures, tout ça, on l'a déjà vu en détail dans le Red Alert 33, donc si c'est cette question qui vous intéresse, n'hésitez pas à filer sur ce Red Alert 33, et non le 69, c'est vraiment le 33. Là, on va vraiment s'intéresser aux remakes, essayer de voir un peu quelles sont les différentes catégories. Est-ce que les remakes, déjà, on peut dire qu'ils ont toujours existé, que c'est quelque chose qui est dans l'histoire du jeu vidéo, y a rien de nouveau sous le soleil ou... C'est vieux comme le jeu vidéo, pourrait-on dire. Alors, on va pas citer 30 000 exemples, mais je sais pas, on avait noté ensemble la Police Quest, qui, l'original date de 1987, avait droit à un remake en 91. Castlevania 1986 qui a droit à un remake sur Super Nintendo sous la forme de Super Castlevania 4. C'est clair. 91. Donc voilà, c'est pas, il y a beaucoup de gens qui râlent, et peut-être à raison, qu'il y a beaucoup de remakes aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé, quoi. Ça a toujours existé, il faut regarder un petit peu en arrière. On va voir s'il y a quand même plusieurs sortes de remakes. Est-ce qu'il y a une forme de remake déjà qui est un petit peu la plus courante? Il y en a un effectivement où il y a tout bêtement la nécessité d'une mise à jour technologique parce que le jeu vidéo, ça évolue super vite. Et donc ton jeu qui est sorti il y a 1 ou 2 générations en arrière, aujourd'hui est plus forcément pertinent quand tu veux y rejouer. Donc le but là, c'est évidemment de s'adapter aux standards de gameplay et de modernité d'aujourd'hui. Là on a par exemple le Resident Evil 2 Remake, lui c'est un très bon exemple parce que on délaisse la vue précalculée et la maniabilité très très chelou de l'épisode originel pour l'adapter au canon du genre d'aujourd'hui, TPS, 3D, contrôle beaucoup plus souple. On a par exemple aussi Metroid Zero Mission et Sword of Mana sur GBA. Alors là, c'est 2 jeux qui étaient rendus plus praticables sur leur sortie qu'un des vieux jeux noir et blanc, en fait. Là, les épisodes originels étaient sur Game Boy noir et blanc. D'autant plus que Metroid et la série des Mana avaient pris un peu plus d'essor depuis la sortie de ces épisodes-là de l'époque. En tout cas, ils ont essayé d'être poussés. Voilà, donc c'était un peu plus compliqué de se retourner vers ces ancêtres-là pour parfaire un peu sa connaissance de la série. Un dernier exemple peut-être pour finir, Tomb Raider Anniversary, là aussi, on sait que le premier épisode avait une maniabilité très particulière, à l'époque on s'y faisait. C'était les débuts. Ça devient compliqué d'y retourner, et donc cet épisode-là, rendait une maniabilité plus souple, et surtout rendait un peu justice au décor et à l'ambiance, un peu archéologie de l'épisode,
avec des décors et une 3D qui étaient quand même plus appréciables que les polygones de l'époque. C'est clair. On va rester dans la technique, juste créer une petite discrimination, toujours au niveau voilà, vraiment technique. Est-ce qu'il y a une variation plus esthétique cette fois aussi à souligner? Avec la puissance des consoles, on peut se permettre d'affiner les modèles 3D, de rendre les décors plus jolis, plus fins. Mais on peut plus rentrer dans le détail pour parfaire la direction artistique. Et là, je sais que c'est un sujet de Discord, on va y revenir aussi, mais on peut avoir des variations esthétiques. Oui. On voit par exemple que les jeux Bluepoint, donc qui ont bossé sur les remakes de Shadow of the Colossus et de Demon's Souls, on se retrouve avec un rendu qui est beaucoup plus beau et tout, il n'y a pas à débat, hein, mais qui a un petit feeling artistique différent quand même de l'œuvre de base. Ah, ça se démarque. Oui, ça se démarque. Donc ça reste appréciable, c'est joli aussi, mais ça peut faire ronchonner ceux qui sont attachés à l'esthétique de base. Ça peut dénaturer l'œuvre, c'est une proposition qui est différente. tout À simplement. mon sens, plus pour le Ueda peut-être, qui a toujours eu une DA très marquée avec ses blancs très très blancs, là où le Demon's Souls originel, on était presque dans la bouillie de 3D, donc je trouve que c'était pas forcément le même débat non plus, quoi. Ah, t'es dur, hein. Le Demon's Souls, il a son petit charme aussi, tu vois, ce côté un petit peu brut, qui est aujourd'hui dans le remake de Bluepoint, beaucoup plus riche esthétiquement et tout, et on peut, je pense, ne pas s'y retrouver. En tout cas, même quand le remake est pris en charge par le même acteur, on va dire, Nintendo par exemple, hein, qui a repris son Link's Awakening pour en faire un jeu sur Switch, là on voit qu'il y a eu un changement complet de direction artistique, qui lorgnait plus vers le côté un peu diorama, et pour le coup, c'est cool parce que c'est une approche qui est très différente et très marquée, donc qui a aussi son charme. Et donc là, en fait, on peut vraiment préférer l'une ou l'autre des approches. Les deux sont plutôt valides et intéressantes. Et dans tous ces exemples, le fond du jeu, le gameplay, la structure, hein, presque, on va pas dire le code, mais à quelques doigts de le dire, c'était la même chose. C'était vraiment que l'esthétique qui changeait. Ouais. On vous renvoie à ce fameux Red Alert 33, mais on va pinailler 2 secondes sur la terminologie. Il y a aussi ces relectures, en fait, où un auteur qui va, en fait, se réapproprier une œuvre. On a quelques exemples assez rares dans le jeu vidéo là-dessus. Ouais, parce que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est pas faire un simple remake esthétique, hein, remettre à jour des contrôles et tout, c'est aller proposer un peu sa propre vision, son propre fond, en fait, pour aller un peu changer peut-être l'esprit de base. On a évidemment Silent Hill Shattered Memories, hein, le jeu de Sam Barlow qui avait repris à sa sauce le premier épisode de Silent Hill, mais en faisant énormément de changements. Ce qui est peut-être la plus belle illustration de la relecture, quoi. Dans le fond, ça reste un remake, mais vraiment, il a son approche différente, il a ses obsessions différentes, il a son gameplay différent. Et donc là, c'est cool de voir un auteur revisiter le travail, en fait, d'un autre auteur, tout bêtement. Et on a même des cas où c'est le même auteur qui va faire une variation de son propre travail. Mm-hmm. Là, on va parler de Resident Evil Rebirth, je crois que tu nous en parleras plus profondément tout à l'heure. Mais Mikami a en fait repris l'opus fondateur de Resident pour le refaire à sa sauce. Et même si c'est le même auteur, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Carrément. Ça s'est approfondi, ça s'est affiné, et même ça raconte pas forcément exactement la même chose, quoi. Et enfin, dernier truc, là aussi, les mêmes auteurs qui reviennent sur l'œuvre, qui ont fait un peu leur gloire, fortune et gloire, comme on dit. Le duo Nomura Kitase, hein, qui revient sur FF7 avec FF7 Remake. Donc là, on va juste développer un peu plus tout à l'heure, mais c'est réexplorer leur propre œuvre, en fait, avec, 20 ans de plus dans le cerveau, quoi. Le FF7 Remake, il avait aussi une particularité, c'est qu'il était conscient de lui-même, il était conscient qu'il était un remake qui questionnait ce sous-genre du remake, revisiter une œuvre par-delà les temps, mais par les mêmes créateurs. Ça, ce côté méta, on l'a évoqué avec Stanley Parable, toujours un petit peu critique, toujours un petit peu acerbe, c'est assez fréquent dans le jeu vidéo ou pas trop ? Pas trop, mais c'est très intéressant parce que ça permet justement de pas refaire le même jeu, en fait, juste plus joli, c'est de voir que les créateurs se sont remis au travail, même se sont eux-mêmes questionnés sur leur jeu et sur comment faire un remake. Et FF7 Remake, c'est clairement le remake d'un jeu, mais qui est conscient de son état de remake et qui va développer tout autour de ça. Donc on rentrera pas dans les détails si vous n'avez pas encore fait le jeu. On a aussi Metal Gear Twin Snakes à l'époque. Ouais. Donc c'était sur GameCube un remake du premier épisode de Metal Gear développé par Silicon Knights. Et là, au-delà de la surcouche complètement what the fuck avec des cinématiques qui étaient refaites en mode action Hong Kong too much à fond, quoi, il y avait quand même aussi cette réflexion. Alors évidemment sur Metal Gear qui est méta par excellence, hein, la série, là t'avais quand même aussi cette surcouche où ils s'amusaient de faire un remake de ce jeu aussi culte, quoi. Bon, on a parlé d'artistique et d'ambition créative, on va être un petit peu pragmatique et je vais te poser une question qui est simple et s'il te plaît ne me réponds pas, c'est pour l'argent, pourquoi on fait un remake en fait ? Alors je ne te dirais pas c'est pour l'argent, mais ça serait une manière détournée de le dire. L'idée c'est tout bêtement de capitaliser sur des franchises fortes, hein, qui ont déjà trouvé leur public, plutôt que de prendre des risques à développer une nouvelle IP ou même une suite à ton épisode dont t'es pas certain du succès. Là tu sais que t'as eu un épisode fondateur qui a marché à l'époque,
bah tu le ressors aujourd'hui et si tout se passe bien, bah, ça devrait fonctionner aussi. Ouais. C'est aussi un moyen de sonder un petit peu le public, hein, à nouveau, sur son affection pour une série en particulier et de voir bah, s'ils sont prêts à s'y réinvestir. Tu vois, par exemple, Dead Space, le remake du premier épisode, c'est pas interdit de penser que s'il fonctionne, on aura en suivant un épisode inédit, tu vois, pour venir faire la suite. Donc ça peut être, voilà, comme on dit, le moyen de sonder le public. Alors là, c'est vraiment sur le remake. Là, on vous dit, on va pas parler de relecture et tout, mais il y a les remasters qui sont ces petites variantes. On a pu voir sur Alan Wake, par exemple, le Alan Wake 1 qui revient remasterisé, qui va essayer un petit peu de réactiver la machine pour, ça y est, Alan Wake 2, vous l'avez demandé, il est là. Mais le remaster, je trouve que c'est un peu moins pertinent. Enfin, si l'éditeur se dit, bah, ils ont pas adhéré à mon remaster, ça veut dire que la série est morte. Oui. C'est non, mec, t'as sorti ton jeu qui reste un peu dans son jus de l'époque. Oui. C'est pas le jeu moderne que t'aurais proposé ensuite. Donc, je trouve que c'est pas forcément fair de juger sur un remaster. C'est pas exactement la même chose, mais c'est peut-être un moyen à moindre coût pour un éditeur ou un studio de dire, allez, le remake, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus ambitieux, donc. Tout à fait. Et le remake, ça peut être aussi un moyen de faire patienter les fans parce que il y a des sagas très appréciées et entre deux épisodes qui sont un peu longs à développer, caler un remake, c'est le bon moyen de les faire patienter, de leur filer à bouffer. Donc Pokémon, on sait que c'est des habitués dans ce domaine-là. Donc entre chaque épisode canonique, t'as un remake d'une génération précédente. Et c'est même Resident Evil aussi, c'est fait le spécialiste avec les épisodes canoniques entre 6, 7 et 8, il s'est quand même passé pas mal d'années. Après eux, c'est plus que ils comblent l'espace, Capcom et Resident Evil, avec des spin-offs de tout. Eux, ils arrivent à prendre de la place. Est-ce qu'il y a aussi un moyen de convoquer peut-être un passé où à l'époque ces licences elles étaient stylées et elles le sont plus, et c'est avec un remake ou un remaster, un remake en tout cas, ça serait peut-être plus facile. On peut parler d'Ubisoft, l'éditeur qui pour le coup lui c'est un cas d'école. L'Ubisoft d'aujourd'hui, on voit que ça galère un peu, les développements sont longs, sont compliqués, il y a des polémiques en interne, leurs jeux sont plus forcément tous en train de cartonner, et là on les voit sortir un peu, les gars, on va vous faire un remake de Splinter Cell, et on va vous faire un remake de Prince of Persia. C'est un peu venir convoquer les anciennes gloires du studio pour essayer de se ramener un peu à cette époque-là, et pour dire, vous vous rappelez les mecs, on était cool avant, donc soyez sympas avec nous, quoi. Donc là, le Prince of Persia, je crois qu'on va l'évoquer tout à l'heure, n'est peut-être pas un Prince of Persia si ambitieux. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire un remake, justement, en ampleur? Il y a les gros remakes, les plus petits, ou est-ce que non, les remakes, c'est tout le temps massif? Comme tous les jeux, t'as des scopes différents, t'as des remakes plus ou moins ambitieux. Les moins ambitieux, c'est vrai qu'on en a vu passer récemment, notamment chez Square Enix, avec Trials of Mana, par exemple, le 3e épisode de Seiken qui était développé, alors qu'il était propre, en 3D, joli et tout, mais qui avait pas le budget d'un FF, on va pas se mentir. Les Front de Mission aussi, qui revient cet été dans un remake, on voit que c'est pas un budget apparemment conséquent, donc là-dessus, ça reste dans la catégorie des moins ambitieux. Idem pour les Pokémon, Ouais. Il y a même des gens qui ont râlé avec le dernier remake en date, qui avait cette approche un peu SD, un peu kitsch, quoi, qui faisait un petit peu vieillot, mais qui a son charme, quoi. Pokémon, c'est des problématiques qui sont encore plus globales, c'est-à-dire qu'ils ont une façon de développer les jeux qui sont, alors pas au rabais, mais dans l'économie. À l'économie, exactement. C'est une façon de faire les jeux, donc ils sont assez cohérents, que ce soit dans les nouveaux épisodes canoniques ou dans les remakes. En tout cas, on voit que les Pokémon reviennent chaque année avec une nouvelle génération, mais en parallèle, un petit peu comme World of Warcraft, ils rattrapent comme ça les générations précédentes. Donc il y a 2 lignes de temps qui se sont formées, et ces remakes, sont peut-être pas les plus ambitieux possibles. Jusqu'à le remake du remake, mais ça, on verra. Ah, peut-être que ça arrivera. En tout cas, il y a eu le Pokémon Go, hein. Oui. Evoli et Pikachu, qui était aussi un remake. C'est vrai. Mais en tout cas, ce qui concerne les remakes, eux, les ambitieux, pour le coup, eux représentent vraiment un enjeu économique fort. C'est des gros budgets, c'est vraiment l'équivalent d'une grosse sortie AAA habituelle. Donc là-dessus, c'est vraiment pensé comme un nouveau jeu, marketé comme un gros titre. Donc on parlait de Dead Space qui arrivera janvier prochain, Resident Evil 2 à sa sortie aussi, Tomb Raider Anniversary à l'époque. Et c'est là où vraiment je trouve que Ubisoft a fait une erreur d'appréciation avec son Prince of Persia. Ce qu'ils ont montré, c'était pas... On était un peu entre l'ambitieux et le pas ambitieux, donc c'était le truc fait un petit peu à moitié. Et on était dans l'expectative, c'est sûr. On savait pas qu'est-ce qui était devant nous, là, on savait pas quoi regarder, quoi. Et en tout cas, ça a déçu les joueurs qui ont vu un résultat auquel ils s'attendaient pas. C'est vrai que les remakes que je viens de citer ont habitué les gens à un niveau de développement super peaufiné, super classe, quoi. Et donc là, on arrive avec ce Prince of Persia qui était un petit peu entre deux eaux. Et si le jeu a été repris, retardé et refait entre-temps, je pense que c'est pour s'adapter à ce nouveau standard. Il a été même repris en
interne par Montréal. Le truc, c'est que Ubisoft, ils ont pas en fait conservé la logique de la licence qu'ils allaient remaker. C'est-à-dire que Prince of Persia, à l'époque où il est sorti dans cette trilogie des Sables du Temps, c'était une énorme licence. C'était vraiment un effort marketing énorme pour Ubisoft. Ils comptaient dessus, ça a été un gros succès. Pour preuve, il y a eu 2 suites à ce Prince of Persia, les Sables du Temps. Mais ce remake, ils en ont pas fait un gros jeu. Là où par exemple Resident Evil 2 et Dead Space, Resident Evil 2, c'était un énorme jeu pour Capcom. Dead Space, c'était un énorme jeu pour Electronic Arts. Le 2, c'est l'un des plus gros budgets, c'est 60 millions de budget de production et 120 avec le market, c'est énorme, 120 millions. Donc, ces remakes sont des gros jeux. Ubisoft, ils ont dit, à l'époque, Prince of Persia, c'était un gros jeu, on va pas en faire un gros remake. Ils ont pas suivi leur logique, pourtant, qui était... Ouais, ils s'y sont allés en se trempant l'eau froide, mais en se mouillant la nuque, alors qu'ils auraient dû faire une bombe dans la piscine. La nuque avec le bout du pied, on va tout mélanger. Est-ce qu'il y a un listing, on a réussi à trouver peut-être quelques remakes de moindre qualité, ou est-ce que souvent les remakes, c'est souvent solide ? Non, il y a quand même des remakes pour les moins ambitieux qui sont faits avec des intentions pas forcément très bonnes, et donc on a des remakes qui sont pas bons, qui sont éclatés, quoi. On a Seiken 2 qui était ressorti, donc le Secret of Mana, l'épisode fondateur, enfin tant aimé sur Super Nintendo, qui était ressorti, alors en version pour mobile à la base, puis qui est arrivé sur console et qui vraiment lui, il était pas forcément super chiadé, quoi. On a les Panzer Dragoon aussi récemment, il sont sortis avec des bugs, avec plein de soucis et tout. Il y a un Wonder Boy aussi, donc pas celui fait par l'équipe des Français, mais le Ashine Monster World, qui se montrait aussi assez limité, quoi. Donc là on peut avoir une déception aussi, quoi. Carrément. Il y a pas que du bon dans les remakes, mais on a évoqué tout à l'heure pourquoi faire des remakes. C'est on l'a vu un petit peu pour la thune. Et est-ce que finalement ça marche du coup de faire des remakes ? Ça fait du pognon, quand c'est bien fait et quand c'est pris au sérieux, ça cartonne, parce que on voit que Resident Evil 2, le remake, a atteint les 9,6 millions d'exemplaires écoulés. Ça le place dans le top 3 des jeux de Capcom ever, donc vraiment qui a su prendre sa place. Et il se dit que c'est ce qui a inspiré Electronic Arts pour faire relancer sa série Dead Space, en fait. Oui, je crois qu'ils l'ont quasiment... Par l'odeur du dollar à lécher, quoi. Non, ça cartonne, et on l'a vu, ce remake 2 est un vrai carnage. On va rentrer un petit peu dans les questions un peu plus polémiques, avec du débat et des trucs un petit peu intéressants. Pourquoi on fait un remake ? C'est pour l'argent, on l'a vu, ça fonctionne, mais finalement, on pourrait se questionner. Pourquoi on ne resterait pas sur les originaux ? Est-ce que les originaux de tous ces remakes ne se suffisent pas à eux-mêmes, finalement ? Dans l'absolu, ils peuvent, il n'y a pas de souci, mais au-delà de l'upgrade technique, graphique dont on parlait, t'as aussi le côté contraignant d'avoir les consoles qui vont bien, de pouvoir les ressortir, est-ce qu'elles sont compatibles ? On sait que les télés aujourd'hui, sans prise Péritel, ça devient compliqué. Mais faut pas avoir cette crainte du remake, à mon sens, parce que l'original sera toujours là. Donc même si le remake est complètement nul et vraiment pas intéressant, ça va pas salir, je trouve, le lustre de l'original. Il existera toujours, il sera toujours là, tu pourras toujours le lancer sur ta console. Donc là-dessus, à mon sens, l'œuvre de base, elle existe, quoi. Elle va pas être perdue dans le néant, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Il faut vraiment pas avoir peur des remakes. Il ne se passera rien à tous ces œuvres originales qu'on a aimées. Ils garderont leur force et leur puissance. Moi, j'ai presque plus peur des suites, parce qu'en fait, tu vois, on l'a vu, une suite, un remake, c'est souvent une impulsion marketing. C'est pour profiter d'un titre qui est glorieux plutôt que de prendre le risque de faire une nouvelle IP. Sauf qu'une suite, si t'as pas une vraie, si ta seule impulsion elle est market, si t'as pas une vraie proposition à faire, ça peut être un peu dangereux. Une suite, ça va agrémenter un univers, un lore, un canon en fait. Ce qu'on appelle le canon, c'est que c'est toute la logique narrative d'une œuvre. Quand tu fais une suite et que t'as rien à apporter, finalement des fois tu galères un peu. Ça peut être un peu dangereux pour toute la logique d'une saga, alors qu'un remake, s'il est mauvais, s'il est nul, en fait il est un peu inoffensif, parce on que l'oubliera et on passera à la suite, quoi. Alors qu'une suite qui rentre dans le canon, sauf si tu retcon, alors le terme hérité des comics qui commence aussi à arriver dans les jeux vidéo, où tu dis cette suite elle existe plus, vas-y on l'oublie, finalement on fait la suite, ça existe aussi dans le cinéma, ça peut être grave dangereux, parce qu'il va falloir conjuguer avec l'exemple que j'aime bien. Tu le sais, vas-y, je sais. C'est FF7, avec sa compilation FF7. Quand tu sais que, quand Sephiroth il découvre la vérité, finalement t'as Genesis qui est caché derrière, parce que dans Crisis Core, on a un petit peu réécrit l'histoire, il faut faire avec. Alors que si ça avait été un remake, on est encore sur FF7, mais
il peut être oublié, on s'en fiche. Oui, puis on faisait un top des jeux qui avaient un peu tué leur série. Je pense, par exemple, tu vois, Mirror's Edge, je pense qu'un remake aurait eu plus de succès, aurait plus fait plaisir aux gens, limite, que cette suite qui a condamné un peu la série à l'oubli, quoi. Exactement. Et donc, des fois, comme une suite, un remake peut apporter du contenu, quelque chose en plus qui va agrémenter. Est-ce que c'est quelque chose, un petit peu un prérequis obligatoire d'apporter du contenu dans un remake? Bah, c'est pas obligatoire, mais c'est appréciable, hein, parce que ça permet à ceux qui connaissent l'original de découvrir une nouvelle facette, d'être à nouveau surpris par l'œuvre qu'on aime bien. Oui. Là aussi, Rebirth, je pense que ça sera un bon exemple et tu vas nous en parler. Carrément. Mais on voit par exemple que dans Resident Evil 2 Révélation, le fait de faire apparaître le Mr. X dans la première version du scénar, là où dans l'original il arrive dans la seconde, bah, je pense que les habitués comme toi et moi, on a eu ce petit moment de frisson en mode mais qu'est-ce qu'il fout là, c'est trop tôt quoi. Alors on y a peut-être un pont à faire avec ce qu'on disait tout à l'heure, le côté méta où en fait tu sais que t'es un remake, du coup l'agrément, ce qui va être rajouté et en fait adressé aux fans et à ceux qui connaissent l'original, donc tu vas faire plaisir aux nouveaux venus et tu vas faire plaisir aux anciens, un petit peu comme une punchline de Square Enix. Je dirais que je parle de FF15. Mais c'est vrai que ça permet de valider un peu ce concept de remake en disant ok, je comprends qu'il a un intérêt parce qu'il apporte des choses en plus. C'est vrai que t'as souvent des jeux où il y a du contenu qui est à l'époque qui est viré parce qu'ils ont pas le temps de tout développer. Le remake, ça peut être aussi le moyen d'intégrer ce contenu ou de corriger aussi les erreurs qui avaient été faites à l'époque. Donc là, ça prouve sa pertinence un petit peu, quoi. Est-ce qu'il y aurait en revanche un risque du coup à enchaîner, à alimenter tout le temps l'industrie jeux vidéo de remake qu'on tourne finalement un petit peu en rond? Là, on commence à en parler en rigolant avec Pokémon, le remake du remake du remake. Là, on a un exemple très très récent, le Romancing Saga Minstrel, donc qui a été à la base qui est un remaster. Là, qui ressort, c'est un remaster d'un jeu PS2 qui est lui-même un remake d'un jeu original de l'époque, quoi. Donc là, tu commences à te dire, mais attendez, pourquoi ça fait 3 versions qu'on se tape avec ce jeu-là? Donc c'est vrai que ça peut avoir ses limites et ça peut on peut l'analyser que de l'angle un petit peu opportuniste, mais en soi, enfin moi les remakes ça me dérange pas tant que la production se fait pas au détriment de nouveaux jeux, de nouvelles IP, tu vois. Des remakes il en faut, mais faut pas que ça phagocyte tout le marché non plus, il faut trouver un bon équilibre. Faut trouver un équilibre, et je pense qu'il se fera tout à fait naturellement, et il faut pas craindre, je pense, que les studios, les éditeurs, du coup, alimentent essentiellement cette branche remake, remaster, au détriment des nouvelles IP. Ils savent que, justement, pour faire des remakes, il faut des nouvelles IP. Ça peut être un cercle vertueux aussi, que le remake permet de financer une nouvelle IP sans prendre les risques inconsidérés. Exactement. On l'a évoqué tout à l'heure avec le terme retcon qui existe dans les comics, qui se voit aussi au cinéma avec des Vendredi 13 qui a des suites, mais en fait non, c'est la suite du premier et tout. Là, une belle occasion avec ces remakes de parler du cinéma, de faire un comparo avec le cinéma qui a, le 7e art, largement adopté la mode des remakes et ça depuis des lustres. Oui, le comparo au cinéma, c'est évidemment ta spécialité, donc on se permet d'y revenir là-dessus. Parce que oui, les remakes, tu l'as dit, au ciné, ça existe là aussi depuis la nuit des temps. Il y a une variation qu'on n'a pas forcément dans le jeu vidéo, mais c'est le remake qui vient un petit peu s'adapter à un territoire donné. On sait que par exemple, les Ricains, ils sont pas très très friands de films étrangers, on va dire. Pour les sous-titres. Ouais. En fait, ils aiment pas lire les sous-titres. Et même culturellement, je pense qu'ils préfèrent, avoir une histoire qui est cool, mais avec leur propre mec, leurs propres acteurs et tout. C'est vrai. C'est pas forcément que des mauvaises choses, parce qu'on a vu Infernal Affair, donc un film hongkongais qui est super culte, qui est vachement bien. Scorsese en a fait un remake, Les Infiltrés, qui était génial aussi, qui avait eu l'Oscar du meilleur film avec DiCaprio, Matt Damon et tout. Et les deux films sont très regardables parce que même si l'un se base sur l'autre, ils ont quand même des variations et des nuances qui sont super intéressantes. Et ça nous donne de bons films au final, pour le prix d'un. Tu parles d'Oscar, mais cette année, le dernier film oscarisé, c'est un film qui s'appelle Coda, et qui est un remake d'un film français qui s'appelle La Famille Bélier. Vous l'avez peut-être sûrement vu en famille. Bon, peut-être, je sais pas s'il est autant recommandable que Les Infiltrés et Infernal Affair, mais c'est exactement le même format. Ouais, alors c'est vrai que on peut se moquer de cette habitude des ricains. Il y a même des cas où c'est poussé de manière un peu rigolote, à savoir que le réalisateur belge Haneke savait que son projet de Funny Games, son film Funny Games voulait être remaké pour les US. Ouais. Il a fait OK, mais c'est moi qui m'en charge. Donc il a un peu refait lui-même son film pour l'adapter au marché US. Donc là-dessus, c'est quand même un cas de figure assez particulier qu'on n'a pas tellement dans le jeu vidéo, quoi. Ouais. En revanche, l'adaptation vis-à-vis des territoires, c'est un peu moins fréquent dans le jeu vidéo. C'est-à-dire un jeu vidéo qui est sorti au Japon, on va en faire un remake pour l'adapter au marché occidental parce que il est un peu plus, on va dire, mondialisé. C'est vrai que un jeu qui sort au Japon avec vraiment sa patte nippone, presque, je sais pas, le JRPG, on l'a aimé pour ça, le genre est devenu culte pour ça, et on voulait pas, ça serait la pire des choses d'imaginer certains JRPG adaptés de façon... Alors là, on parle pas de rustine de trad ou genre Nonigi
nigiri, on va appeler ça un sandwich, hein, mais c'est vrai que c'est assez rare. On a trouvé un exemple quand même assez récent. Alors c'est la série des Wendan, donc ce jeu de rythme sur DS, c'était DS, hein, c'est ça, où tu incarnais un club de supporters en fait, et donc là c'était très très connoté japonais. Et en fait on a eu droit nous à une sorte de remake suite, hein, donc qui s'appelle Elite Beat Agent, donc c'est le même principe, ça reste tout aussi loufoque, mais ils ont délaissé le côté supporter pour adapter ça à des espèces de mecs de la CIA en costard, lunettes noires et tout. Donc ça change l'histoire, ça change un peu le feeling, mais ça reste aussi excellent. Donc là, je trouve que c'est un bon moyen d'adapter au public sans trahir non plus l'œuvre originelle, quoi. Ouais. Tout à l'heure, on a évoqué Square Enix dans les remakes un peu moins ambitieux. Je les classerais un petit peu là-dedans dans le jeu vidéo, dans le sens où, en fait, eux, ils ont vraiment cette volonté de ramener le patrimoine. Et il y a plein de jeux qui sont sortis au Japon et qui sont pas sortis chez nous. Et le remake peut être un moyen justement d'importer ces jeux qu'on n'a pas connus, alors pas avec des adaptations culturelles, hein, comme c'est souvent le cas au cinéma, mais justement, on va faire un remake de ce jeu que les occidentaux ne connaissent pas, et c'est pour ça aussi que on a cette catégorie de remake un peu moins ambitieux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un double pari d'importer un jeu que nous on n'a pas connu, donc sans aucun lustre d'antan, pas de réputation, rien, donc je peux comprendre pour le coup qu'ils mettent pas, 150 millions sur un jeu que nous on n'a jamais vu. Ouais, c'est un peu la seconde chance en fait, et pour nous c'est vrai que ça fait plaisir. On parlait de la fin de l'import dans un dernier raid d'alerte. Ouais. Là on voit que t'as Trials of Mana justement qui était jamais arrivé en Europe, qui arrive, et même sous deux formes, dans la forme de la compile de l'époque et dans la forme du remake. Alors là on était servi. On a Live Alive qui arrive aussi récemment, donc refait avec le modèle de DHD et tout. Donc ça nous permet effectivement de voir, de un peu corriger les erreurs de l'époque où on nous interdisait ce genre de jeu parce que on pensait que le public n'était pas adapté. Là on revoit une nouvelle adaptation régionale pour nous. Ça c'est plutôt cool, quoi. La mode, en tout cas actuelle, de parler des remakes, c'est aussi dans les médias, c'est-à-dire que là vraiment on a vu fleurir partout des vidéos, des articles sur les remakes. C'est pas innocent, nous on va vous avouer, en fait on est allé voir Coupé de Michel Hazanavicius, ce qui nous a aussi donné l'envie de parler des remakes. On a évoqué ce côté méta de Final Fantasy VII Remake, et là, en l'occurrence, avec ce film Coupé, remake du film Ne coupez pas, qui n'est pas si vieux, qui date de 2017, on est complètement là-dedans. Carrément, parce que là, voilà, c'est l'exemple du remake qui a un intérêt, parce que, au-delà de reprendre la force de l'épisode originel, il va aussi développer une réflexion sur son statut de remake, sur ce que ça implique, les paradoxes que ça peut créer, et surtout c'est un moyen aussi d'intégrer un peu de ton identité là-dedans. Ouais. Et on l'a dit, FF7 Remake aussi est là-dedans et va reconstruire son histoire sur le modèle originel. Mais c'est que le fait que FF7 Remake et Coupé soient des remakes, c'est dans la diégèse. C'est-à-dire que ils sont vraiment conscients, c'est le propre, la définition du méta, c'est d'être conscient de soi-même, et là ça va même un peu plus loin. Le film de Michel Hazanavicius est un petit peu tensé. Alors vous ferez votre avis si vous avez vu l'original ou pas. Moi je l'ai trouvé génial, moi déjà. Pareil. Le film de Michel Hazanavicius, Coupé, et je trouve ça excellent parce que je le trouve logique dans la filmo de Hazanavicius, qui est alors un cinéaste de la zébrouille qui n'est plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui il a les moyens, mais il l'a été. Il était stagiaire à la grosse émission. Il était aussi l'un des instigateurs de le grand détournement, voilà, le grand détournement, qui est justement une forme, alors c'est dans le mot, de détournement, qui vont prendre un matériel existant, le détourner, le transformer, le façonner pour raconter autre chose. On est presque, alors c'est pas du remake parce que ça raconte pas la même chose, mais on est quand même dans cette matière malléable qui va dire autre chose, quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est un peu la démarche aussi qu'il a vu avec The Artist, et que il marche sur un fin équilibre, je trouve, entre parodie et hommage, en fait, où il va faire montre un peu de sa compréhension d'un cinéma en reprenant les codes, en les détournant de manière aussi humoristique. Oui. Mais au final, c'est jamais de manière cynique, c'est toujours pour avouer son admiration pour ce cinéma-là, quoi. Le film sur la vie de Godard, l'Indomptable. C'est le nom d'un sous-marin. Le Redoutable. Qui était aussi très méta dans sa façon de parler de son média et du 7e art. Il y a aussi d'autres exemples, peut-être. Tu avais envie de parler du film de Gus Van Sant, je sais. Ouais, alors ça, c'est un cas particulier dans le ciné, c'est le remake plan par plan, donc par Gus Van Sant, de Psychose de Hitchcock, donc Psycho. Et là, c'était vraiment la volonté, alors on pourra juger de l'intérêt de la démarche ou pas, mais la volonté de remaker le film et plan par plan, se basant sur le scénario originel, le découpage originel, et de reprendre le film. Alors c'est que Hitchcock, c'est évidemment la matrice de la matrice artistique de plein de réalisateurs en activité.
Et là, on a ce cas particulier, un geste artistique. Après, certains vont dire, mais je vois pas l'intérêt, mais de reprendre ce film-là et de le reprendre dans son déroulé, à l'identique, quoi. Est-ce que de créer toujours plus de remakes, que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo, il peut y avoir un risque que le remake va supplanter l'original, va peut-être même l'invisibiliser, le rendre inexistant, et on va tous avoir en tête le remake et plus du tout l'original. Ça, c'est un risque ? Alors, je dirais pas que c'est un risque, parce que si le remake est meilleur, il mérite peut-être de rester dans la postérité Justice plus que l'original. Hein. Mais c'est vrai que là aussi, dans le jeu vidéo, c'est pas quelque chose qu'on a encore connu pour le moment. Mais si je vous parle par exemple de Scarface au cinéma, tout le monde va penser au film de De Palma. Mais à la base, c'est quand même un remake d'un autre film existant. Donc là, on a l'œuvre remakée qui a supplanté vraiment l'original, quoi. Dans le jeu vidéo, c'est peut-être un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remake qui ont éclipsé l'original, mais il y a des gameplays, des systèmes de jeu, hein, c'est vrai qu'on est dans le jeu vidéo, qui, eux, ont éclipsé ceux qui l'ont inventé. Le plus classique, le plus connu, c'est peut-être Resident Evil. Ouais, évidemment, Alone in the Dark, instigateur du genre Survival Horror. Capcom a repris la formule, il a donné un nom, a marketé le truc et a déposé le nom, donc ça a été très très malin. Mais on sait aussi que Shenmue, c'est pas lui qui a vraiment inventé les QTE. On avait Dragon Slayer avant qui reprenait cette formule. Exactement. Kill Switch, TPS avec Cover System et tout. Vous le connaissez celui-là, Kill Switch. Finalement, c'est Gears of War qui a repris cette formule et qui est devenu le daron du cover shooter, alors que c'est pas lui qui a créé le truc. On sait que c'est pas forcément la personne qui innove qui va récolter les lauriers au final. Ça a toujours été le cas là-dessus, mais dans le jeu vidéo plus qu'ailleurs, je pense. Là-dessus, c'est vrai que dans le cinéma, on voit qu'il y a aussi cette reprise-là, mais dans la musique aussi. Enfin, toi, tu donnais un exemple de reprise plus connue que les originales. Alors là, vraiment des reprises. Alors, mais dans le jeu, dans la musique, il y a même des termes. Tu vois, quand tu vas faire une cover ou quand tu vas faire une reprise, là pour le coup, au niveau de la nomenclature, eux, ils sont plutôt carrés avec ça. Mais il y a un seul, peut-être le plus emblématique, c'est Bob Dylan, qui, tu vois, son Knocking on Heaven's Door. Il y a quand même pas mal de gens qui pensent que c'est les Guns qui l'ont inventé. Ou aussi Jimi Hendrix avec son All Along the Watchtower qui... Et si vous allez sur Spotify et que vous tapez Jimi Hendrix, c'est la chanson la plus écoutée et la plus populaire. Et non, ce n'est pas Jimi Hendrix, c'est Bob Dylan. C'est quelque chose qui est devenu assez commun. Il y a des artistes qui sortent des albums de cover, des albums de reprises, mais voilà, c'est aussi fréquent que les reprises vont devenir plus populaires que les originales. Petit parenthèse sur un film français, est-ce que je vous parle de Claude Zidi et de La Totale, ça vous parle ? Je sais pas. Est-ce que si je vous parle de James Cameron et de True Lies, ça vous parle ? Alors c'est quand même le remake, la situation la plus improbable de l'histoire. Donc James Cameron qui a remaké un film français pour en faire un blockbuster avec Schwarzenegger. Alors Schwarzenegger qui reprend le rôle de Thierry Lhermitte, c'est quand même pas commun. Donc Claude Zidi, c'est quand même les ripoux, les sous-doués, l'aile ou la cuisse, ce genre de film que, alors on est vieux nous, mais c'est peut-être la génération de nos parents. C'est les films qui passent à la télé souvent le dimanche soir. Il est marrant quand même celui-là de remake plus connu que l'original. En tout cas sur le jeu vidéo, peut-être on va clore cette parenthèse. Ça n'est pas arrivé, il n'y a pas encore de remakes qui sont plus populaires que les originaux, mais ça va arriver, je pense que c'est incessamment sous peu, il y a souvent une question de technique dans le jeu vidéo. Ouais, c'est vrai que le jeu vidéo est jeune et la technologie évolue vite, donc la nécessité d'un remake se fait sentir d'un pur point de vue adaptation aux normes d'aujourd'hui en fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu encore ce remake-là qui viendrait éclipser l'épisode originel. Parce que dans le cinéma, c'est arrivé. Là, voilà, le cinéma a plus d'une centaine d'années de longévité. Le jeu vidéo est bien plus jeune. Et il y a eu nombre de remakes de films des années 40, 50, 60 qui étaient en noir et blanc, qui ont vu des remakes dans les années 70, 80, qui étaient là, eux, vraiment pour la technique, pour apporter, pour sortir de ce film en noir et blanc. Nous, on en est dans le jeu vidéo. Je pense qu'on en est là. On en est sur l'adaptation de gap technique et générationnel. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Tout à fait. Est-ce que notre question, je t'assaille de questions. Est-ce que la difficulté pour un remake, c'est aussi de plaire à plusieurs publics ? Alors là, on reste dans notre parenthèse du cinéma parce que c'est une problématique commune aux deux médias. C'est que ce remake va arriver en salle, va arriver sur les étalages dans le jeu vidéo. Et il faut qu'il parle à tout le monde. C'est quand même pas évident, ça. Ouais, parce que des remakes sont forcément espacés par le temps. Le contexte n'est plus le même. Pourtant, il faut pouvoir un peu communiquer le même type de vibes pour plaire à un public plus actuel. Et c'est vrai que si le remake arrive à plaire autant que l'original à l'époque, ça reste un petit peu la formule magique pour pas s'antagoniser les publics là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, après qu'on parle de bon ou de mauvais remake, ce qui est important, autant dans le jeu vidéo que dans le cinéma, c'est de faire un bon film ou un bon jeu de base. C'est quand même la base de la réflexion.
Au ciné, par exemple, on peut citer le remake du Total Recall de Len Wiseman qui date de 2012 et qui avait vraiment éludé toute la partie réflexion et la partie un peu plus philosophique un peu du Total Recall de Verhoeven pour en faire un simple film d'action. Et on peut se dire qu'il avait rien compris un petit peu à ce qu'il faisait, quoi. Lui, il avait quand même rien compris. On a parlé des films qui sortaient en noir et blanc, qui sont ressortis après en couleur. Il y a cette question du temps, en fait. Le timing qu'il va y avoir entre la publication de l'original et la publication de son remake. Est-ce qu'il y a un temps idéal là-dessus ? Et je pense que le pont avec la prochaine chronique sur Resident Evil est tout fait. Alors, je n'ai évidemment pas la réponse précise à cette question. Je coupe le podcast. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on peut constater qu'il y a des débats sur The Last of Us en disant « Mais non, mais c'est trop tôt pour faire le remake et tout. » Là, l'an prochain, ça fera 10 ans. Donc, si le remake de Last of Us 1 sort cette année, ça fera 9 ans après. Or, on a parlé du débat entre Resident Evil et Rebirth. Il y a eu que 6 ans seulement entre l'épisode PS1 originel et le remake GameCube. Et là, personne n'a moufté, quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai que l'époque n'est plus la même. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font un petit peu caisse de résonance et on est un peu là en mode de l'indignation permanente. Mais on voit que 6 ans, c'est un laps de temps qui paraît assez court. Pourtant, ça a donné deux grands monuments du jeu vidéo. Et je pense que personne ne viendra s'en plaindre. Donc, ce débat un peu sur le laps de temps idéal entre remake et original, je trouve n'a pas tellement de sens, en fait. Oui. Et il y a évidemment tout le temps ce fameux motif économique de pourquoi faire ce remake. Et Last of Us était... On a évoqué dans un précédent Sur Strike avec toute l'équipe, où on avait quand même quelques avis divergents. Mais on peut y voir une certaine logique pour Last of Us, en tout cas. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui disent mais il n'y a pas besoin de remake, le jeu est toujours beau. Ça, c'est des considérations qui sont valables et tout, mais il faut surtout se dire, là, il y a une série qui va arriver sur HBO. On sait à quel point la série Witcher sur Netflix a fait exploser les ventes de Witcher 3. Il faut que quand le mec a fini de regarder sa série HBO, il puisse aller choper le jeu qui a inspiré la série de manière simple et facile, et donc sur un jeu PS5 qui sera compatible avec sa PS5, qui est la console du moment vendue en magasin, et pas qu'on lui dise attends tiens ça c'est une version PS3 mais la console faut que tu ailles au cache converters pour la choper, ou tiens ça c'est la version PS4 mais qui est compatible avec ta PS5. Voilà. Le grand public on peut pas l'embrouiller là-dessus, il faut qu'il ait le jeu accessible sur la console du moment. Grand public et même nous. Bah oui même nous, mais la réalité de la praticité à Micromania, que t'es ton jeu, voilà quoi. Mais la réalité de la praticité, elle est vraie. Pour nous, tu vois, c'est qu'on a aussi envie de jouer vite, rapidement. Est-ce que j'ai une télé avec une Péritel connectée, enfin compatible, mince, elle est où ma manette, attends, une GameCube, il me faut une carte mémoire. Tout ce que je viens de vous dire, c'est du réel parce que j'ai relancé Resident Evil, le Rebirth, et il y a des galères, mais genre, il faut se rappeler qu'il faut une carte mémoire pour jouer aux consoles de l'époque. Et peut-être que tu as réuni tout ce qu'il te fallait, le jeu d'époque, la console, la manette, la Péritel, la connectique, mais t'as oublié la carte mémoire. C'est un truc. Je pense que ça nous arrive à tous, ou même c'est genre ta manette qui marche plus et que au moment où tu t'apprêtes à te lancer, tu peux plus. C'est vrai que le ciné, on garde ce côté, tu vois, la distinction de DVD, Blu-ray et tout, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Tu vas dans ton Fnac choper un DVD d'un film qui a 30 ans, il marche pas sur ta platine sans te poser la question, quoi. Donc là, la question d'un remake ou d'une ressortie d'un support, sera pas forcément se poser, quoi. Dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'on a ces contraintes-là en plus. Oui, mais dans une moindre mesure, et même malgré les plateformes de streaming, dans le cinéma, ça se pose. On en parlait tout à l'heure du film japonais Ne coupez pas, qui a été disponible un petit peu, enfin, pas un peu partout, mais il a été disponible. Et là, avec la ressortie de Coupé, on a tous envie de revoir ce film. Il a été invisibilisé de ouf, et il est dispo actuellement que sur Filmo. Alors Filmo, hein, c'est pas Amazon Prime, c'est pas tout ça. Il y a des vraies problématiques de ce film, je le vois, il est où ? Ouais. Et donc c'est quand même quelque chose qui est réel, et la praticité, on le redit pour Last of Us, ça peut se comprendre. C'est vrai qu'il faut dépasser, là je m'inclus dedans, mais le côté un peu enfant gâté des joueurs qu'on peut avoir, qu'on est tous, en disant mais non, mais Last of Us je l'ai déjà fait moi, ça sert à quoi de le refaire ? Voilà, faut penser à tout le monde, faut penser à la disponibilité, faut penser, voilà, et pour que l'œuvre soit accessible à n'importe quel moment de sa vie. C'est ça quand même qui est plus important en fait, quoi. Ce qui revient peut-être à cette caisse de résonance des réseaux sociaux, tout ça, de croire que notre timeline et ce qui est dit sur les réseaux sociaux est une réalité. Non, en fait, on va suivre des gens qui nous ressemblent, qui ont un petit peu les mêmes goûts, donc c'est normal qu'on peut y voir un écho à notre ressenti, mais c'est absolument pas une réalité, hein. Il y a vraiment des enjeux qui sont globaux. Tout à l'heure, tu parlais de The Witcher, hein, qui a créé un succès du jeu quand la série est sortie, mais le ruissellement, il est énorme même dans le milieu de l'édition, c'est-à-dire que notre livre The Witcher a bien mieux fonctionné quand il y a eu tout ce phénomène. Brajlon a ressorti les romans, enfin, tout le monde s'est engouffré par The Witcher parce que les enjeux sont colossaux. Donc, il y a des choses au niveau du grand public qui va plus loin que les strates, on va dire, des joueurs et des auditeurs de Red Alert, hein. Je pense que si vous écoutez notre émission, vous êtes quand même assez alerte jeu de mots. Oui.
Mais sur un jeu vidéo. c'est une mentalité, je trouve, qui évolue, et j'avais peut-être une idée de chronique là-dessus en ce sens, donc je vais pas développer aujourd'hui, mais on se rend compte, avant, c'était, tu vois, les séries qui perduraient sur des machines, t'avais GTA San Andreas, machin, sur PlayStation 2, t'avais 3 épisodes. Aujourd'hui, c'est le jeu qui perdure sur les plateformes, en fait. Oui. C'est-à-dire que t'as ton GTA 5, il était sorti sur PS3, il sort PS4, PS5. Witcher 3, pareil, il va ressortir en version next-gen. Skyrim aussi, c'est que les œuvres, en fait, perdurent sur les systèmes, et c'est trop bien, parce que t'as l'œuvre qui est accessible à n'importe quel moment, même si elle aura vieilli, même si elle est pas au goût du jour techniquement. Bah, c'est cool d'avoir la primauté de l'œuvre, en fait, sur le matériel. Ah, ça serait intéressant en chronique, parce que tout de suite, on va se dire, ouais, mais les 3 exemples que tu donnes, c'est l'œuvre qui dure, mais il n'y a pas de Suisse. Donc, c'est vrai que ça peut être limitant aussi là-dessus, mais... C'est 3 jeux où tu te dis, il est où mon Witcher 4, il est où mon GTA 6, il est où mon Elder Scroll, mon nouveau, quoi. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est qu'on est quand même une des rares industries où on se préoccupe à fond du format, du hardware, de la machine et tout, au lieu de parler des jeux, plus de parler davantage des jeux, quoi. Ouais, parce que la plateforme reste essentielle. On va conclure sur les remakes, en tout cas sur cette première chronique, on va en parler dans la seconde, ne vous inquiétez pas. Les remakes, finalement, est-ce que c'est pas un bon moyen de faire vivre les œuvres ? Tu viens de l'évoquer, sur plusieurs générations même. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'un jeu, ça a une durée de vie donnée, hein, parce que c'est lié à un contexte, c'est lié à une machine, voir un remake, ça peut faire perdurer la série en attendant de laisser le temps aussi aux devs de créer une suite. Et les épisodes originaux, eux, ils survivront quoi qu'il arrive, donc ils seront toujours accessibles. Alors là aussi, il y a les questions de préservation du patrimoine qui se posent, mais bon, c'est quand même un débat assez pointu qu'on va pas aborder maintenant. Hein, mais par exemple, sur Final Fantasy VII, si vous aimez pas le remake, s'il y a bien un jeu qui est disponible partout, c'est le 7 original. Là, pour le coup, que ça soit dans sa version mobile, Switch, il est partout. Si c'est votre jeu préféré, il a toute sa force. Donc, il ne faut pas s'inquiéter des remakes, il faut pas en avoir peur. Il faut même, je pense, les prendre à bras le corps, être content de dire qu'il va y avoir peut-être un nouveau jeu avec une nouvelle proposition. On le dit souvent, adapter, c'est trahir. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine nécessité de trahir pour justement s'éloigner de l'original et prendre comme ça des nouveaux jeux, des nouvelles propositions, des nouvelles visions de ces grands jeux cultes, quoi. Voilà, donc on va terminer avec la palissade. C'est attendons pour juger, attendons de voir l'œuvre en question. Si c'est nul, on aura le temps de le dire quand ça sera sorti, mais laissons sa chance au produit quand même. T'as fini sur une punchline de yaourt, mais on sait jamais. Il faut toujours le rappeler. Écoute, merci Nico pour cette chronique sur les remakes. Merci à toi aussi. C'est l'heure. Il est l'heure de notre top 3, de notre interlude. Vous l'attendez, il est là. Alors là, on n'est pas dans le rétro, on n'est pas dans le remake, on est un petit peu dans l'actu. C'est un top 3 de nos prédictions pour la Summer Game Fest. Ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, on arrive dans cette période d'effervescence. C'est maintenant. Le 3 qui n'est pas le 3, donc ce Summer Game Fest, ces annonces, ces conférences. Alors, comme on l'a dit, on enregistre avant la conf PlayStation, donc peut-être que certaines de nos annonces ont été déjouées. Avant et après. Mais dans ce cas-là, voilà, on aura peut-être parlé en début d'émission. Mais voilà, faire un peu un top de ce qu'on attend de ce Summer Game Fest à travers toutes les confs différentes, pas qu'une en particulier. Allez, on y va. C'est le top 3 de nos prédictions pour la Summer Game Fest. Go pour ton top 3. Alors moi, j'espère avoir une date de sortie pour FF16 et que cette date de sortie soit d'ici la fin de l'année, parce que c'est un peu la question, on se marre entre nous, on avait toujours espéré que FF16 sorte avant la fin de l'année. Toi, tu fais partie des sceptiques, je sais qu'avec Damien, on milite là-dessus, même si on n'y croit qu'à moitié, hein, mais je pense que ça serait le moment d'annoncer cette date-là, en tout cas, et en croisant les doigts que ce soit pour la fin d'année. Il y a ces rumeurs d'inversion de projet avec Forspoken qui était prévu pour le milieu d'année, enfin l'été, puis pour la fin d'année, et finalement les rumeurs annonceraient que finalement Forspoken va glisser et FF16 prendrait sa place. C'est vrai que le discours de Yoshi P, donc qui est à la tête du projet FF16, laisse à penser que le développement s'est bien passé, qu'il est déjà bien avancé, abouti, qu'ils en sont plus dans une phase de polish. Donc j'ai envie de dire, ça donne pas l'impression d'un jeu qui nécessite encore 3 ans de dev, quoi. Ouais, carrément. Alors pour ce top 3, j'avoue, moi j'ai été plutôt petit bras et j'ai un peu triché parce que c'est pas des annonces, en fait, c'est carrément des éditeurs. Mon top 3, c'est Konami. Je pense que ça y est, ils vont sortir du bois, ou en tout cas commencer à dire, voilà, il y a des Silent Hill de prévus. Et là, on est dans le thème, le Metal Gear Solid. Est-ce que finalement, c'est pas l'heure de nous dire que quelqu'un est sur le dos? Est-ce que ça se ferait plaisir, toi, l'un ou l'autre? Bon, carrément. C'est vrai que Konami, c'est devenu un géant de salle de sport, mais ça reste des licences, je pense, chères à nos cœurs. Enfin, sur la génération Super NES, PS1, PS2, Konami, c'est un acteur majeur du jeu vidéo qui a construit notre affect pour le jeu vidéo avec des licences fortes. Carrément. On sait que l'an dernier, ils avaient dit qu'ils allaient faire beaucoup d'annonces et qu'ils allaient avant de se rétracter au dernier moment.
Je pense que c'est le moment là cette année. Silent Hill, plusieurs projets, un remake. Il se dit que le Bloober Team serait sur le remake de Silent Hill 2. N'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Mais peut-être, voilà. Moi, j'ai hâte. Et voilà, mon top 3, c'est Konami sur Silent Hill. Et Metal Gear, c'est ton top 2. Mon top 2, ça serait nous montrer le nouveau BioShock. Ok. On sait qu'il y a un nouveau BioShock qui est dans les tuyaux depuis un bail. On sait que c'est un nouveau studio, donc sans Ken Levine. On sait que le dev a été un peu compliqué a priori. Avec ou sans, c'est toujours compliqué les BioShock. Avec ou sans Ken Levine. Mais même sans Ken Levine, ça reste une franchise super forte. Je trouve qu'il y a encore des choses à apporter aux jeux vidéo, qui est loin d'être cramé. Et voir un peu, après ce temps de recul, ce délai entre le dernier épisode, voir la série un petit peu renaître, voir quelle orientation elle pourrait prendre, ça m'excite beaucoup. J'ai très très envie de découvrir ce nouveau BioShock. Carrément, j'ai trop envie d'en savoir plus aussi. Mon top 2, c'est Square Enix. J'ai dit que je trichais, moi je suis sur des éditeurs carrément. Et bon, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut annoncer quelque chose sur Final Fantasy XVI. Premier trimestre 2023, fin d'année, inversion avec Forspoken, tout ça, il faut le dire. Plus, je suis sur FF7 Remake 2, vous rêvez, je pense qu'il n'y aura aucune annonce, aucun teaser, aucun trailer. Je pense que FF7 va faire parler de lui avec Ever Crisis, donc ce fameux projet épisodique, mobile, free-to-play. Encore un peu nébuleux quand même. Un peu nébuleux, qui serait sur une 20aine de chapitres et qui va nous faire revivre FF7 et les jeux de la compilation à travers des chapitres dédiés avec une super direction artistique un peu kawaii, tout ça. Je pense que c'est là-dessus que ça va plutôt s'articuler. Je suis plutôt d'accord, mais c'est vrai que c'est dingue quand on y pense. Square Enix a dans sa besace FF16, FF7 Remake 2, peut-être un remake de FF9 qu'on avait vu apparaître dans les leaks Nvidia. C'est du archi lourd. Est-ce que c'est pas le dernier de ce leak qui n'a pas encore été publié ? Un des derniers en tout cas. En tout cas, j'ai hâte. C'est le top 1, c'est quoi que t'attends le plus ? Nouveau jeu Kojima. Mais attention, qui ne serait pas Death Stranding 2, parce que là on a eu la confirmation à demi-mot par Norman Reedus non Death Stranding 2. Je suis déçu. Je n'ai aucun doute que j'adorerai ce Death Stranding 2 et je n'ai aucun doute que Kojima nous surprendra avec quelque chose de ouf. Mais j'aurais bien aimé un nouvel univers comme il a su nous surprendre avec Death Stranding. Voilà, je sais que ça durera pas et dès que Death Stranding 2 sortira, mais j'espère qu'il y a quand même un autre projet en cours aussi et avec un univers original comme il a su nous surprendre avec Death Stranding à nouveau. Est-ce que tu as vu son tweet avec le calendrier ? Non. Il a tweeté avec un calendrier sur le mois de juin avec Norman Reedus, avec Sam Porter Bridges. Ouais, mais ça va tuer, parce que c'est vrai qu'on passe à MGS2, ça reste un des plus grands jeux de tous les temps. Quoi. Mais comme Square... Toi, tu penses que Square Enix est capable de sortir FF16 et Forspoken dans un même laps de temps ? Est-ce que tu crois que Kojima pourrait annoncer Death Stranding 2 et son nouveau projet ? Ça fait un peu beaucoup, quand même. Oui, mais Death Stranding 2, j'avais espoir qu'il était un peu early, et qu'il nous parlerait là peut-être d'un jeu qu'il a occupé ces 2 dernières années, tu vois. Pourquoi pas, on veut toujours plus de projets de Kojima. Pour ce qui est de mon top 1, c'est Capcom qui va annoncer, à mon sens, Street Fighter 6 pour mars, je vous donne même la date en avant-première. Voilà, il faut que ça sorte. Ça serait vachement, ça nous arrangerait. Vachement bien que Street Fighter 6 sorte en mars. En tout cas, voilà, il faut qu'il dégaine, il est temps. Et il va y avoir beaucoup de Resident Evil. C'est, je pense, quelque chose qui va arriver. Il y a le PSVR 2. Alors là, je vais pas trop m'étendre, je sais pas ce qui a été annoncé hier ou aujourd'hui pour vous. PSVR 2, Resident Evil 8, ou en tout cas, ils avaient sorti, façon RE7, une expérience VR qui s'appelait The Kitchen. Au moins quelque chose de similaire, si c'est pas RE8 complet rétro-compatible avec la VR. Peut-être le remake de Resident Evil 4. C'est vrai que dans la logique de la com, dans les temps de com, on s'attendrait à voir le DLC de RE8 avant l'annonce de RE4 remake. Mais bon, c'est jamais. Du DLC, voilà. Je pense que Capcom, il y a de quoi annoncer. On est un peu dans la wishlist quand même. On avait que des grosses licences. On espère. C'est un peu le jeu aussi. Ah, moi j'aimerais bien que Ubisoft aussi fasse quelque chose un petit peu stylé là. Ils ont toujours pas annoncé leur Forward, Ubisoft Forward. Ils ont dit en tout cas qu'il n'y en aurait pas à cette occasion au Summer Game Fest. Donc ils ont dit qu'il n'y en aurait pas du tout. Donc je peux continuer d'attendre et de patienter. Voilà pour ce top 3 de nos prédictions. N'hésitez pas à nous balancer vos prédictions. Qu'est-ce que vous attendez pour la Summer Game Fest et d'autres idées de top 3 si vous avez plein d'idées. On va continuer notre discussion autour des remakes, autour de tout ce qui est refait, des refaçonnages, et on va s'attarder sur Resident Evil. Alors Resident Evil le remake, Resident Evil le Rebirth,
c'est quoi ce nom, comment je l'appelle, comment je dois me débrouiller avec ça. On va refaire un petit historique. Il faut savoir que la première occurrence du mot Rebirth, c'était dans un trailer d'annonce qui était autour de la période des Capcom 5. À l'époque, Nintendo cherchait beaucoup, après une N64 où ils étaient un peu seuls au monde, ils cherchaient à nouer des contrats, des collaborations sûres avec des éditeurs tiers. Ils avaient su convaincre Capcom et surtout Mikami de développer l'ensemble de la série Resident Evil sur la GameCube, et Mikami a dit voilà, ça sera la série d'une seule console. C'était vraiment quelque chose de sérieux, hein. Miyamoto était allé sur scène pour les Capcom 5, justement, c'était la première fois qu'il s'affichait avec un tiers. C'était une grosse annonce, et je pense que à notre époque, le retentissement sera incroyable. Donc ce remake Rebirth ne fait pas partie des Capcom 5, mais voilà, Resident Evil devait être sur une seule console, et Mikami a dit on va pas reporter ou faire un portage de Resident Evil 1, on va refaire Resident Evil 1, Mikami, je vais refaire Resident Evil 1, donc c'est pour ça que ça a été annoncé pendant cette période. Et dans ce trailer, en fait, il y avait le mot Rebirth, mais le mot Rebirth, il n'était pas accolé à Biohazard, hein, donc c'était une annonce qui était japonaise. Il y avait juste le mot Rebirth qui était à la suite de plusieurs mots un peu énigmatiques, hein, Remember, Reality, Rebirth. Et donc logiquement, le mois suivant, la presse a repris cette annonce, et en l'occurrence Joypad, hein, donc au-delà des mags officiels, Joypad à l'époque, c'est quand même quelque chose qui est fort, hein, c'est un vecteur d'infos roi, on va dire, hein, 50 000 exemplaires. Les officiels, c'était 300 000, hein, même PlayStation Magazine et tout, c'était quand même... Mais c'était la même équipe en plus. C'était la même vie, on va y revenir. Donc ces magazines, ils avaient une certaine portée, une certaine influence, donc quand ils balancent en couverture Biohazard Rebirth, c'est pas n'importe quoi. Le mois suivant, plus rien. Plus d'évocation de Rebirth. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Julien Chiez, Rahan et Julot le racontent dans le podcast Gameblog, donc une spéciale Resident Evil. Et en fait, c'est Capcom qui a appelé la rédaction et qui a dit s'il vous plaît, je suis pas sûr qu'ils aient dit s'il vous plaît, ils ont dit arrêtez vos conneries, on ne parle pas de Rebirth en ces termes, le jeu ne s'appelle pas comme ça. C'est à l'époque, voilà, donc Trazom, Nourdine Nini et Julien Chiez, qui étaient respectivement rédacteur en chef et rédacteur en chef adjoint, qui avaient un petit peu réfléchi à comment appeler ce jeu. Si on dit juste Resident Evil, ça évoque quoi ? Est-ce que c'est un nouveau jeu et tout ? Et en gros, on leur a dit faut arrêter. Et ils ont mis à jour, ils ont clarifié Capcom la typographie du jeu. C'est subtil, mais ils ont enlevé les capitales, enfin les majuscules à Biohazard, au B, au H. Donc pour les Japonais, ce remake Rebirth va s'appeler Biohazard, tout en minuscules. Et attaché en plus. Et attaché, c'est très très subtil. C'est du marketing à haut niveau, ça. Voilà, on ne refait pas l'anecdote, mais voilà, le jeu s'appelle Biohazard parce qu'il y avait un groupe de métal vénère aux États-Unis et ils ont appelé ça Resident Evil. Du coup, en fait, c'est un petit peu normal, hein, que le terme ne soit pas utilisé par la suite dans la presse. Capcom a un petit peu dit ça suffit, mais en France, en l'occurrence, on a pris l'habitude, nous, de l'appeler Rebirth. Nous aussi, on a pris cette habitude-là. On l'explique dans notre bouquin un petit peu de cette histoire. Capcom, c'était un éditeur un peu vénère et regardant à l'époque. Hein. Resident Evil 1, c'est l'un des rares jeux où l'éditeur a interdit les tests import. En tout cas, ils ont essayé. À l'époque, tous n'ont pas accepté, même plus en amont, à l'époque de la Super NES, tout ça, certains AHL avaient dit non, alors qu'on lui avait demandé les tests import, vous arrêtez. Ouais, les éditeurs aimaient pas ça parce qu'ils contrôlaient pas leur com. C'était pas certain que les jeux qui sortaient au Japon, aux États-Unis arrivent en Europe. Donc ils voyaient ça d'un mauvais œil, que les magazines testent les jeux en import. Après, ils ont essayé de faire pression sur les mags en question. Et là, tu parlais d'interdiction, mais c'est vrai qu'ils avaient aucun pouvoir d'interdiction. C'était juste de l'intimidation. Et voilà, HL raconte que Electronic Arts avait fait une réunion pour réunir tous les patrons des grands magazines, oui, en disant arrêtez de tester nos jeux en import, et qu'il avait dit moi je fais ce que je veux. Oui, voilà, et je sais plus le langage fleuri qu'il avait employé, mais qu'il les avait un peu renvoyés gentiment dans leur 22. Dans leur 22, voilà, comme on dit dans le Sud-Ouest. Alors, si vous avez sauté le sommaire et tout, que vous êtes allé directement à Resident Evil, parce que c'est pas cool, déjà faut écouter tout le Red Alert, mais on est dans mon marathon top 10 all-time, donc il y a toujours cette petite recontextualisation, essayer de savoir pourquoi il est dans mon top 10, pourquoi, est-ce qu'il a bien vieilli, est-ce qu'il va sauter du top 10, et c'est toujours assez rigolo. Resident Evil Rebirth a 20 ans. Là, le jeu, on évoque, à 20 ans, c'est incroyable, je trouve. Je prends des coups de vieux tout le temps en ce moment. Mais ce top 10, mais c'est pas cool ce top 10 all-time, parce que déjà, il y a beaucoup de jeux qui datent. Pour essayer d'imaginer ce que ça fait, tous les deux, là, on est en train de parler de Resident Evil Rebirth, c'est comme si, dans le futur, il y avait deux mecs qui parlaient de Final Fantasy VII Remake en 2040. Donc c'est exactement pareil en termes de temporalité. Entre Resident Evil original et Rebirth, il y a une génération de consoles. Il
il y a eu 6 ans entre les deux jeux, on l'a évoqué tout à l'heure, et Rebirth, il est sorti 6 mois après la mise en vente de la GameCube au Japon. C'est vrai qu'à chaque fois on se demande, attends, mais c'est quand que c'est sorti par rapport à la nouvelle console? Tout allait plus vite, fut un temps. Et si on veut essayer de remettre en contexte, c'est comme si le remake de Dark Souls 3 ou Final Fantasy XV était sorti il y a 1 an sur PS5. Ça fait chelou quand même. Ouais. Il y a quand même tout qui se dilate, il y a tout qui est un petit peu plus important. On l'évoquait aussi tout à l'heure, Resident Evil 0, il est sorti la même année. Tu vois, des Resident Evil, des remakes, des rebirths au Japon, pardon, pas en France. Il est sorti en 2003 en France, mais les temps de développement étaient plus courts, ils étaient moins coûteux. On était un petit peu plus habitué à être assommé par les suites, les remakes. C'est vrai qu'on a l'impression, on dit on est dans une époque où tout va plus vite et tout, et ce qui est vrai sur plein d'aspects. Mais là, non. Là, pour le coup, non, c'était beaucoup plus rapide à l'époque, quoi. Donc là, je vous ai dit, c'est comme si Dark Souls 3 ou FF15 étaient sortis il y a 1 an sur PS5. Bon, les choses sont un petit peu différentes sur cette claque graphique, le bon graphique entre les générations, il n'a plus rien à voir aujourd'hui et il y a 20 ans. Entre une génération, entre la PS1 et la GameCube, et entre le PS4 et une PS5, c'est pas la même chose. Clair. Même si je défendrai un peu le truc en disant que la PS5, on l'a pas vu pleinement exploiter. La cross-gen, ça n'existait pas ou peu à l'époque, en tout cas sur la PS1 et la GameCube, c'est sûr que non. Mais sur la PS1 et la PS2, on avait par exemple Final Fantasy 9 qui était sorti et qui était un poil optimisé pour la PS2, qui avait sa petite fonction de lissage. On peut pas parler de cross-gen néanmoins. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pleinement ça, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, chaque génération, changement de génération, c'était les cartes qui étaient rebattues. Là, c'est vrai que il y a de l'amélioration, c'est beaucoup plus beau, et comme tu dis, on n'a pas encore vu le potentiel de cette gène. Mais passer de la PS1 à la GameCube, c'était le jour et la nuit, quoi. C'était clairement le jour et la nuit. Alors, pourquoi ce Rebirth, il était exceptionnel il y a 20 ans, avant tout? Bah, tout simplement parce que c'était le remake d'un jeu qui était exceptionnel lui-même, qui avait marqué l'histoire, qui a popularisé un genre, et qui a inventé le terme du survival horror. Le marketing de Capcom, et de toute façon, les éditeurs au Japon adorent renommer, mettre des noms sur des genres. Ça, c'est leur grande éclate, mais ça, c'est leur grande réussite. Survival horror, c'est vraiment resté dans l'histoire, ça a perduré. Ça a été un grand truc. Resident Evil 1, c'était aussi un jeu brillant car il provoquait la peur et le stress, l'angoisse de 2 façons différentes, par la mise en scène et par ses systèmes de jeu. Alors, mise en scène, on va aller très vite, vous avez compris, le hors-champ, caméra fixe, Alone in the Dark, tout ça, on connaît. Mikami va l'avouer, il a été clairement inspiré par Alone in the Dark, ça a mis son temps. Oui, mais on suppose qu'il y avait des histoires de contrat, qu'il était tenu de garder le silence, et qu'à un moment, il a pu avouer la vérité, quoi. S'il a dû garder le silence, est-ce qu'il y avait de l'argent derrière pour garder ce silence? En tout cas, c'est vrai que Rénal a été touché quand la vérité enfin établie, enfin une vérité de Polichinelle, non, c'est pas ça du tout l'expression. Une vérité que tout le monde savait, voilà, je ne sais plus le terme, mais voilà, c'est mieux quand c'est dit, quoi. Et c'était sorti sur un média français, c'était Le Monde. C'était William Oduro qui avait interviewé Mikami, et c'était sorti. Donc, cocorico au moins pour la vérité. Donc, on a parlé de la mise en scène, il y a aussi les systèmes. Alors, les systèmes de jeu, Resident Evil premier du nom, c'était un jeu à système qui était nombreux, complexes et équilibrés. À l'époque, en fait, absolument tout était régi par ça, l'inventaire, la sauvegarde, la vie de notre personnage, ses munitions, tout ça, c'était régi par des systèmes qui allaient provoquer la peur, ou en tout cas l'appréhension. Et quand je parle de système de jeu, je parle de gameplay, évidemment. C'était brillant parce que tous nos choix, nos interactions avec ces systèmes, mais en fait, ils allaient nourrir la peur. Comment ça se traduisait? C'était, on va voir en détail, des trucs qui étaient liés souvent à des ressources, parce qu'il faut se l'avouer, les zombies, c'était pas trop une menace. On avait peur. Tu fais le fou maintenant, mais... Je pense qu'on parle on avait peur par prévention, mais en eux-mêmes, les zombies, ils faisaient pas spécialement peur. En revanche, ce qui faisait flipper, c'était que les systèmes de Resident Evil pouvaient, eux, nous causer quand même pas mal de tort. On pouvait, par exemple, perdre du temps, à cause du système de sauvegarde, qui était lié à l'utilisation de rubans encreurs. Il fallait trouver un objet pour sauvegarder. Donc, c'était lié à un système de gameplay. Ça, c'était mon angoisse numéro 1, les rubans encreurs. Je trouve ça complètement génial que même, la sauvegarde soit liée par une ressource. On pouvait aussi avoir peur de manquer de balles, manquer de vie, parce que les objets et les munitions, c'était une denrée qui était assez rare. Mais bon, les zombies en eux-mêmes, ils allaient, c'est le propre même du zombie, qui va vite, qui va pas vite, mais qui te fait pas trop mal. Mais voilà, on avait surtout peur par prévention, et on avait peur aussi des nombreux allers-retours à effectuer tout au long du jeu, car en fait ton inventaire il était assez limité en place, et donc tu pouvais en fait perdre au fil du temps, de la vie, prendre des risques à faire ces allers-retours, parce que tu prenais le risque de te faire défoncer par des zombies. Oui, puis il fallait toujours laisser un peu de place dans son inventaire, parce que si tu trouvais un objet clé, que tu puisses le récupérer,
et t'en servir derrière, quoi. Et que ce soit Chris ou Jill, il y avait quand même quelques différences. Hein. Jill avait 2 emplacements en plus, alors que Chris, lui, il était plus fort, il était plus rapide, il avait aussi un taux de coup critique plus élevé pour faire des headshots, on va en parler tout à l'heure. Et lui, en fait, il était plus apte à faire des allers-retours, alors que Jill, elle avait plus... Bravo Capcom. Hein. Ouais, on va en parler aussi, c'était pas ouf hein, au niveau du clicheton. Toi, juste, t'es plus Team Chris ou plus Team Jill? Claire et Léon, moi. T'es vraiment... Bah, pour de vrai, t'es un peu... Je suis plus... j'ai commencé par RE2, moi, donc je suis plus attaché à Claire et Léon qu'à Chris et Jill. Bon, tout ce qu'on vient de voir, c'est du Resident Evil 1 sur PlayStation en 96. Hein. Bon, ok, on a compris, mais pourquoi le remake en fait, du jeu, là, ce fameux Rebirth, il reste exceptionnel 20 ans plus tard? Parce que ce remake, en fait, il a transcendé toutes les qualités de l'original, et ce qui, en soi, déjà est un exploit. La mise en scène, hein, pareil, on va aller vite, elle est toujours aussi ouf, mais elle est magnifiée par des graphismes encore aujourd'hui, je vous assure, encore aujourd'hui, complètement sublime. J'ai relancé la GameCube, j'ai fait des tests. Alors certes, c'est beaucoup plus flou, c'est pas il manque HD. Le petit cachet HD, oui. C'est flou, mais c'est vraiment ultra beau, même sur GameCube. Enfin, moi, sans mentir, c'était plus des photos qu'on avait vues à l'époque, parce que les vidéos, c'était pas encore le net de ouf et tout, mais je pense que c'est mon plus grand choc visuel dans le jeu vidéo. Mais je comprends tout à fait, parce que vraiment sur GameCube, il est flou, mais c'est sublime. Alors moi, j'ai joué sur PS5 dans sa version PS4, parce que le remaster, il y a un remaster qui est sorti par la suite. Donc là, c'est HD, c'est net de ouf, et ce remaster, il est tout simplement sublime, et donc cette mise en scène, ces angles de caméra vraiment complètement incroyables, certains ont été retravaillés. Ça, pour la mise en scène, voilà, tout ça est transcendé. Mais le plus exceptionnel, c'est quand même les systèmes de jeu, et je me demande encore comment ils ont pu bonifier quelque chose qui était déjà parfait. Alors en premier lieu, c'est les Crimson Head. Ça, c'est la grosse nouveauté. En fait, eux, c'est des zombies en Saiyan 2. Le principe, il est simple. Hein. Un zombie lambda, il peut revenir plus fort et plus rapide s'il n'est pas tué correctement. Plus rapide de ouf. Il devient agressif de ouf, quoi. Il a des griffes, ils sont rouges, ils fument. Enfin, il n'y a pas des clopes, hein, il fume des gitanes. Zombie avec sa petite garbiche là. Donc en fait, grâce au Crimson Head, c'est la première fois, je trouve, que dans la saga, t'as une menace qui reste perpétuelle. Plus que le Nemesis, plus que le Titan, qui vont eux, en fait, te mettre un coup de stress, qui vont traverser les portes, qui vont traverser les murs, mais une fois que tu t'en es dépêtré, ça va. Les Crimson Head, eux, c'est des zombies qui sont super oppressants. Ils sont tout le temps là. Le truc, c'est que dans cet épisode, tu peux pas tuer tous les zombies. Et vous avez compris, il faut tuer les zombies correctement si tu veux pas qu'ils reviennent. C'est impossible de jouer en mode berserk où tu vas faire une hécatombe de zombies et en fait être tranquille. Être tranquille, c'est quelque chose qui est assez possible dans Resident Evil 1 et dans de nombreux Resident Evil. Tu vas défoncer tout le monde. T'as assez de balles et assez de vie pour le faire. Ouais, mais comme tu dis, c'est du génie quand ça te place au niveau du choix. C'est que, est-ce que je tue zombie pour être peinard au risque d'utiliser trop de munitions? Est-ce que je tue zombie au risque qu'ils reviennent derrière si j'arrive pas à le cramer parce que j'ai plus d'essence dans mon briquet? Enfin, il y a tellement de niveaux de réflexion, de survie qui sont conditionnés par ça. C'est brillant, quoi. On sait qu'il y a une façon de jouer de speedrunner où tu peux éviter les zombies comme ça, passer au travers, mais là, cette réflexion, comme tu dis, devient vraiment un choix de dire, là, j'ai peut-être mieux à faire de les éviter parce que je vais devoir les affronter une fois, voire deux, et c'est la deuxième fois qu'il va me manquer de la vie et des balles. C'est vraiment complètement incroyable. Alors, je disais qu'on n'était jamais tranquille dans le jeu, c'est pas compliqué, t'es jamais tranquille. En fait, ils te mettent une pression continue. Et en plus, t'as des situations qui changent dans ce remake. Alors, en gros, par exemple, t'as un couloir sécurisé dans le manoir, il le sera pas toute l'aventure. Que ce soit en intérieur, en extérieur, t'as des serpents qui arrivent. Enfin, c'est incroyable, t'es jamais vraiment tranquille. Ce petit côté méta dont on mentionnait, quoi. Tromper les habitudes des fans, quoi. Ouais, vous attendez que les Doberman y sautent là, c'est peut-être pas sûr. Donc les Crimson Head, plus ce que je viens de dire sur le fait que des situations changent, ça va introduire de l'incertitude, ça va introduire du doute, et ça, c'est un nouveau facteur de peur, c'est un nouveau levier de game design pour les devs qui est, je trouve, assez inédit. Car en fait, dans ce remake, il y a aussi un petit peu d'aléatoire, c'est que les Crimson Head, ils reviennent pas systématiquement, et le temps avant leur résurrection, après que t'aies tué le zombie lambda, il est jamais le même. Et ça, en fait, tu te demandes toujours, est-ce que le zombie que je viens de tuer, est-ce qu'il va revenir? Quand c'est qu'il va revenir? C'est un truc un petit peu... ce doute, cette incertitude, c'est des leviers qui étaient en fait pas trop convoqués par le passé. Et en fait, pour éviter que les Crimson Head, j'arrête pas de dire, il faut les tuer correctement. Comment on les tue correctement? Il faut tuer un zombie définitivement. T'as deux solutions. Alors tu lui mets un tir dans la tête. Alors ce que je veux dire, tu lui exploses la tête, ce qui sous-entend avoir de la chance parce que t'as un taux critique qui est invisible, qui est assez faible pour Chris, qui est un petit peu plus élevé. Et
la deuxième solution, pour éclater la tête, c'est qu'il faut prendre des risques en allant au corps à corps, et avec le pompe, le classique viser en l'air. Mais bon, ça sous-entend qu'il va falloir utiliser des balles d'une arme qui est puissante, donc pareil, ça va te demander des choix. La seconde méthode, c'est tu mets un zombie au sol à la régulière, là il faut le cramer. Complètement une nouvelle feature, là ça n'existait pas dans l'original. Alors Chris, lui, il a un briquet en objet secondaire, alors que Jill, elle a un passe-partout. Et Jill, elle a certes 2 emplacements en plus, mais elle doit avoir le briquet et l'essence si elle veut mettre le feu aux zombies. Alors voilà, elle a plus d'emplacements, elle est moins... normalement, quand tu joues Jill, tu vas faire moins d'allers-retours. Et c'est ça qui est incroyable avec ce jeu, c'est que tout est extrêmement bien pensé dans la balance risque-récompense. C'est super bien fait, super précis. J'ai vraiment l'impression de parler de Returnal, et ceux qui ont écouté les précédents Red Alert ou fait le jeu comprendront à quel point c'est brillant dans tous tes choix. Est-ce que ce que je vais faire va amener des inconvénients et des avantages, et à chaque seconde en fait tu vas demander qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ça, c'est vraiment ouf. On parlait du bienfait des remakes, tu l'as dit, c'est partir d'une formule parfaite pour la peaufiner encore plus, pour rajouter des surcouches. Là aussi super bien pensé, c'est que vu que ta base est tellement bonne, tu peux te permettre de rajouter des systèmes et d'avoir le temps de les développer à fond, quoi. Carrément. Mais de l'incertitude, du doute, ça c'est nouveau, et on va en être pétri dans ce remake tout le temps. Un autre truc en plus, des Crimson Head et des situations qui changent, c'est qu'il y a certaines poignées de portes qui vont amener ces poignées de porte qui t'amènent à des beaux raccourcis, ces poignées elles peuvent se briser, et en fait tu peux pas abuser des chemins de traverse qui franchement ça sauve la vie de ouf. Alors nous on sait maintenant que il y a 3 utilisations par poignée, pas plus, mais quand tu le sais pas, tu te doutes de ouf. Cette incertitude elle est ultra bien faite. Tu te dis mais est-ce que c'est le moment là de couper et d'aller vite à un coffre magique récupérer de la vie, ou est-ce que je vais me taper un détour et peut-être croiser des Crimson Head. Ça c'était mon angoisse de ouf aussi, les poignées de porte qui lâchent. Et encore une fois, une idée géniale de game design, quoi. Qui va amener du doute, de l'incertitude, et quelque part un petit peu une forme d'inconfort. Toi, t'es pas forcément ultra fan, ça, de l'inconfort, de dire, est-ce que toi, t'es du genre, peut-être cleaner tous les zombies, être tranquille. Ça montre que le jeu marche trop bien, en fait. C'est que chaque fois que j'ai envie d'y rejouer, je me dis, putain, attends, il y a l'histoire des poignets et tout, non, vas-y, laisse tomber la flemme. Et donc du coup voilà, ça va vous amener dans une forme de stress. Ce jeu, il n'est pas possible de le faire en étant tranquille pépère, et ce remake je trouve qu'il a carrément bien vieilli, parce que les systèmes ils sont parfaits, et des bons systèmes en fait ils vieillissent pas. On va parler maintenant de la star du jeu, c'est pas Jill, c'est pas Chris, c'est pas Wesker, c'est le manoir. Et comme pour les systèmes de jeu, en fait le manoir il a fait école dans le genre, mais aussi au sein de la série Resident Evil, tu vois. Avec les années, le recul, ça nous permet de voir que c'est l'un des rares éléments qui a survécu au changement de ton et au changement de genre de la saga. Et en fait, dans quasiment chaque épisode, on trouve une grande bâtisse qui va nous rappeler au début du jeu ce fameux manoir. T'as le commissariat dans RE2, RE3, t'as l'université dans RE6, t'as la maison des Baker dans RE7, t'as le château de Dimitrescu dans RE8. Le manoir, c'est devenu un symbole, et il a jamais été aussi beau, il a jamais été aussi vivant que dans ce remake, même s'il paraît un peu plus petit. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, mais ça montre aussi que RE3 est pas un excellent Resident Evil, finalement. Allez, le mec, la petite pique gratos, elle fait plaisir. Mais ouais, c'est vraiment rigolo, c'est que le manoir, il est sublime, vivant, t'as des animations partout, mais il est vraiment plus petit. T'as vraiment un côté réaliste, alors que dans l'original, le manoir, le grand hall de l'entrée, il est gigantesque. Pour preuve, dans les films et dans les séries, galère à trouver des plans pour faire honneur à ce manoir. Donc ce manoir, à force de l'arpenter, fatalement, en plus c'est un remake, tu le connais par cœur. Ce manoir, tu vas te l'approprier, ça devient le tien. Il va être au centre de l'espace de jeu, mais il va être aussi au centre de tous ces systèmes. Et les ajouts du remake, ce qui est génial, c'est qu'ils vont dans ce sens. Les allers-retours, les prises de risques, les poignées qui se brisent, les zombies qui reviennent plus forts, tout ça, ça va perturber ton exploration de ce lieu qui est devenu le tien. D'ailleurs, en fait, le fait qu'on connaisse le moindre recoin, il est important dans la mise en scène de la peur. Alors j'ai dit que les zombies ils faisaient pas flipper, mais c'est pas le cas des hunters. Les hunters, ils ont une mise en scène qui est particulière. Je sais pas si tu t'en souviens, bien sûr que tu t'en souviens. C'est que cette fameuse cinématique qui était présente dans l'original, qui nous montrait en vue subjective l'ennemi qui fond sur nous, sauf qu'en fait en tant que joueur tu flippes vraiment parce que tu reconnais tous les lieux, tu sais qu'ils te font sur toi parce que tu reconnais chaque couloir. Nico, cette fameuse scène, tu t'en souviens, que ce soit dans le remake ou dans l'original, où du coup ce manoir c'est le tien et tu sais qu'il arrive sur ta gueule, quoi. C'est un des grands moments du jeu, au même titre que le chien à la porte d'entrée, quoi. Surtout que tu vois cette vue subjective, tu sais pas à quoi t'attendre, et puis tu vois une main bizarre qui ouvre la poignée de porte, et là que tu comprends que c'est un monstre un peu chelou qui arrive, quoi. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a un petit rapport avec l'actu.
Mikami, il est un petit peu revanchard. Hein. À la base, il voulait faire un FPS dans Resident Evil 1, et techniquement, en fait, ça passait pas, ça faisait pas peur. Alors que lui, il croyait dur comme fer, hein, que la vue subjective, c'était la meilleure manière de faire la peur. Alors, il a au moins proposé une cinématique, hein, celle que on vient de voir sur le Hunter, dans la scène d'intro, dont il est le réalisateur, qui est filmé en live. Il y a beaucoup de vues subjectives, mais c'est des vues du point de vue des monstres. Dans le remake, ce qui est intéressant, c'est qu'il a intégré des vues FPS avec le pompe. Donc vraiment, tu vois, la vue FPS, il lâche pas l'affaire. Il va dire, c'est bon, j'en veux. Et dans le remake, on le voit. Et aussi, un autre truc, à l'époque de Resident Evil 1 premier du nom, il voulait mettre des fantômes plus que des zombies. Parce que lui, il pensait que ça faisait encore plus peur. Il est revenu à la charge avec RE4, où il voulait mettre des zombies. Il revient sur Resident Evil, il fait « Vas-y, RE4, je vais mettre des fantômes. » Bon, c'est toujours pas passé. Et quand je dis qu'il est revanchard, je peux même dire qu'il est têtu, car récemment, un jeu de Mikami qui est sorti en FPS, avec des fantômes. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est Ghostwire Tokyo. Il a réussi à le faire, son FPS avec des fantômes, alors qu'il fait peut-être pas si peur. Dommage qu'on l'ait déjà oublié, quoi. Ouais, le Laurent Baffy un peu. Le mec il snipe dès qu'il peut. Bon, on revient sur le manoir. Hein. Donc pour se repérer dans ce manoir, en fait, tu possèdes une carte. Cette carte, dans le remake, elle a évolué par rapport à l'original. En fait, elle va te donner des indications pour te faciliter la vie. Donc, il y a 20 ans, le remake de Resident Evil, il a brillamment intégré ce qu'on appelle de la qualité de vie. C'est une notion de game design qui est au cœur des développements actuels, mais qui était pas trop théorisée à l'époque. On l'a vu il y a pas très longtemps avec Shenmue, où je disais qu'il y avait beaucoup de qualité de vie, mais qui n'était pas théorisé. C'est le cas avec le remake. Alors dans la pratique, hein, dans les pièces qui sont pas explorées dans le remake, elles seront rouges, elles vont devenir vertes une fois que tu auras découvert tous les secrets, pris tous les objets. Et je trouve que dans le remake, cette qualité de vie, elle est parfaite. Alors que par la suite, à mon sens, ils sont allés un petit peu trop loin dans l'accompagnement du joueur. Par exemple, dans Resident Evil 2, en fait, on te renseigne sur la carte, sur les objets que t'as pas pris, sur les portes qui sont closes, et on te dit comment les ouvrir dans le sens où t'as la clé P de Kingdom Hearts, la clé bouclier, t'as un petit bouclier, tu sais très bien que c'est ça. Moi, je trouve que c'est trop, que ça gâche l'appropriation de l'espace. Ça favorise le flow qui est aussi très important dans le game design d'aujourd'hui, mais ça amoindrit, je trouve, la qualité des jeux Resident Evil qui sont l'exploration, le plaisir de se perdre, de se questionner sur comment avancer. Est-ce que toi, Nico, l'inconfort, la qualité de vie, t'aimes bien ça ? Est-ce que toi, tu trouves que ça va trop loin ou t'aimes bien, justement ? J'aime bien, mais je pars du principe un peu contestable que la galère, on l'a eu sur l'épisode original PlayStation. Donc là, on refait un remake. On fait moins galérer, tu vois, ça me paraît faire, quoi. Moi, je compare ça un petit peu à Metroid Dread, où presque de mettre trop de qualité de vie, où Metroid Dread, en fait, t'allais tout droit, fallait suivre, t'avais le flow qui était plus mis en valeur que l'exploration. Là, trop mettre de qualité de vie, c'est certes, t'as l'exploration qui a plus de flow dans RE2. Alors ça, je parle bien de RE2 Remake, là, où ils sont allés trop loin. En fait, l'exploration est amoindrie pour le flow, et là, on parle de remake, de rebirth, là je trouve que l'équilibre, il est parfait, il y a un petit peu de qualité de vie, tu sais, voilà, là j'ai tout exploré, c'est vert, mais on va pas te dire non plus exactement où sont les choses, quoi. Il faut un petit peu réfléchir. Enfin, un élément, lui, qui n'a subi aucun sévice du temps, c'est le charme. Hein. Ce remake garde, je trouve, un charme de ouf, le charme du scénario du remake, alors ok, l'histoire elle est bébête, hein, mais on sait ce qu'elle est et on sait pourquoi, mais je trouve que le charme, il opère un petit peu. Il y a les ajouts du scénario en plus dans ce remake, dans ce rebirth, qui vont dans ce sens. L'histoire elle est grave enrichie avec tout un pan sur Lisa Trevor, qui est un petit peu une nouvelle menace, aussi héritée de RE2 et RE3, donc c'est un peu un titan, un Nemesis, ça se suit avec des râles dégueux, donc le jeu rebirth a digéré, a ingéré un petit peu les jeux précédents, il va les retransmettre à sa façon, en plus dans le lore. Moi je trouve ça trop bien, il y a tout un passage dans la forêt, dans les souterrains, qui sont très glauques. Là en le refaisant, je trouve même qu'il y a un petit peu, tu vois, de vibes de Silent Hill, où Lisa Trevor, c'est une ado de 14 ans qui a subi plein d'expériences dégueulasses et qui va elle-même déterrer le visage de sa mère puis le porter. Franchement, t'as un côté malsain qui n'existait pas dans l'original. C'est pour ça que c'est un rajout exceptionnel. C'est vraiment comme tu dis, ils ont lorgné sur du Silent Hill, c'est la partie la plus flippante du remake et même c'est le monstre, je trouve, le plus réussi en termes de design de tous les Resident Evil, quoi. Il est vraiment incroyable. On est toujours dans le charme, les énigmes, elles restent ce qu'elles étaient, toujours tirées par les cheveux, elles restent encore un petit peu singulières. Dans le remake, elles ont été revues, donc pareil, un côté un peu méta, c'est-à-dire que nous, on va avoir un plaisir à les revoir, mais je trouve que le charme, il opère, le charme des énigmes à la résidente, est-ce qu'il fonctionne encore sur toi ? Oui, c'est tellement... Je sais pas, c'est un délire à part entière, en fait. Hein. C'était pas quand même un peu plus difficile dans le remake ? Un poil, ouais. C'était un petit peu plus... Mais ouais, ça reste tellement une Madeleine de Proust, quoi, ces énigmes un peu alambiquées, quoi. Le charme, c'est aussi les musiques, qui sont complètement mémorables, et dans le remake, en fait...
dans le remake du 2, elles ont tellement de charme qu'on les a payées dans le remake de Resident Evil 2. Donc c'est dire hein, si la bande-son a du charme, même si je pense qu'on serait pas capable de fredonner l'air d'une seule de ces chansons, même si on saurait les reconnaître à la moindre note. Comme quoi elles sont pas très mélodiques, mais il y a la fameuse Save Room, mais la musique, la bande-son des Resident Evil, c'est un truc qui va contribuer au charme. Est-ce que toi, t'es d'accord avec ça? Tu pourrais m'en siffler une? Je pourrais. Mais je ne le ferai pas. Elles ont ce petit charme-là, Ouais, elles font super bien le job. C'est vrai que peut-être qu'on les oublie derrière, mais ça montre elles sont efficaces, quoi. Tellement. Tout ce que je viens de lister, hein, ça concourt à donner un charme fou à ce remake, un charme un petit peu désuet, un petit peu rétro, mais je trouve encore super efficace, un charme qui a été longtemps copié, mais jamais égalé. Et là, on arrive un petit peu sur cette conclusion, c'est que le modèle Resident Evil, le modèle donc Alone in the Dark, qui correspond à la première génération de la saga, donc après, il y a eu le versant action, RE4, 5, 6, il y a eu le versant FPS, 7 et 8, donc ce modèle, c'est un modèle du passé. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est un modèle du passé? Parce que ce remake, en fait, à mon sens, il est venu mettre un point final à ce format du Survival Horror. Ce jeu, il a scellé, je crois, une démarche créative. Sur ce modèle, il n'y a plus rien à faire. C'est le endgame, c'est le jeu parfait et on peut pas envisager mieux. La preuve, le remake qu'on évoque là, celui de 2002, il a déjà connu une refonte et c'était un remaster technique uniquement. Donc, il y a plus rien à faire, c'est parfait. Juste, je parlais tout à l'heure du fait que Chris et Jill c'était un peu cliché. Ce remaster qui a été HD, il a apporté un petit truc, c'est ces niveaux de difficulté. Dans le remake Rebirth de 2002, il y avait 2 niveaux de difficulté. Il y en avait un qui s'appelait escalade et l'autre balade, donc des façons un petit peu masquées de te dire que c'était un plus facile et plus difficile. Eh ben le bon remake HD PS4 qui est sorti partout, lui il est bien revenu. Il y a 3 modes de difficulté, c'est gamer, hardcore gamer et casual gamer. Donc ça juge un peu, quoi. Ça juge un petit peu. Bref, le mode HD du remake, c'est le point final. Vraiment là maintenant qu'il est en HD, qu'il est nickel, qu'il est clean, je trouve que y a pas mieux à faire sur ce modèle en horreur, cinéma subjective, énigme. Et même au sein de la série Resident Evil, y a pas eu mieux sur ce modèle. Est-ce que Resident Evil 0, qui est sorti après, a fait mieux? Je crois pas. Donc les Resident Evil, ils ont évolué, le genre survival a évolué, et ce format, lui, il reste encore intact. Et donc les jeux qui imitent, qui convoquent les premiers Resident Evil, donc de ce premier cycle, quand ils sont créés, quand ils sont développés, ils vont être uniquement des leviers à la nostalgie. C'est des jeux nostalgiques. Par exemple, dernier en date, il y a peut-être The Medium, et Tormented Souls, qui sont 2 jeux, si vous avez un petit peu cette vibe nostalgique, qui peuvent vous plaire, mais qui vont rien apporter à ce modèle qui est pour moi l'étalon sur Rebirth, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et il y a eu d'autres survival en 2D précalculés, en 2 caméras fixes, mais toute la surcouche dont on parlait avec le briquet, les poignées qui pètent, les armes d'autodéfense et tout, ça n'a jamais été exploité, quoi. Jamais. C'est vraiment la perfection totale. Donc ce modèle, c'est un modèle d'une autre époque. C'est plus forcément compatible avec les jeux d'aujourd'hui, mais il y a peut-être une solution, ça serait de faire un remake du remake, mais en changeant d'approche. Comme ça a pu être le cas avec Resident Evil 2, donc le remake de Resident Evil 2 est un remake façon RE4, peut-être faire un Resident Evil 1 façon RE7, façon FPS, peut-être en VR. Déjà, première question, est-ce que t'aimerais revisiter Resident Evil 1 et comment? De ouf. Et c'est vrai que là, on disait, j'ai presque honte parce qu'on veut un remake d'un remake, mais après, on l'a dit, faut pas s'interdire ça non plus, mais un remake de Resident Evil 1 avec à la façon du RE2 et 3 remake, putain, je signe direct, quoi. Tu signes direct. En tout cas, voilà, si vous avez cette envie de jeu Resident Evil première gène, première époque avec ses caméras fixes, foncez sur ce Rebirth parce que il est parfait. On n'a pas fait mieux. Et je pense qu'on ne fera jamais mieux, c'est le point final. Donc voilà, un petit récap de ce top 10 all-time, Donc on est en top 1, on a FF7, en top 4, on a Shenmue, on l'a vu, et ce RE Rebirth arrive en 5e position, il a perdu des places. Oh ouais, il a perdu des places, c'est Shenmue qui est remonté, donc là pour l'instant on a top 1, top 4, top 5. Voilà, on va continuer au fil des chroniques un petit peu de voir... Donc t'as plus rekiffé ton rerun de Shenmue que Resident. Ouais, je le répète, le Rebirth il est parfait, mais Shenmue c'est que, avec un regard d'aujourd'hui, je le trouve encore plus pertinent que l'ensemble de pas mal de jeux de l'industrie, donc à quel point il était, je trouve, mémorable, et on va continuer comme ça à essayer de voir ce top 10, et surtout moi j'ai hâte, j'ai encore le temps, mais de voir quel jeu plus récent, il y en a 3-4 on va dire, qui
sont des prétendants à rentrer dans ce top 10 là. Donc voilà pour ce Rebirth, sur cette première chronique sur les remakes et sur cette émission un petit peu thématique sur les remakes. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre alors sur l'ensemble des plateformes, que ce soit à l'audio ou même sur YouTube, pour nous voir. La petite étoile, on a vu que vous mettez des étoiles, ça a augmenté, on est quasiment à 80 notes sur Apple. Je vois pas sur les autres plateformes si on est bien classé. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité, ça nous fait grave plaisir. On fait la bise à Ken, à Ludo et à Damien, comme à chaque fois, et j'ai attendu vraiment le dernier moment pour te demander, Nico, comme ça vous restez jusqu'à la fin, pour te demander qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine dans Red Alert. Je pense qu'on va parler de la Summer Game Fest. Ouais, je pense. Ça sera jeudi soir, la soirée d'ouverture qui va durer 3 heures, je crois. C'est pas celle ? Je sais pas. Non, c'est Microsoft. Je sais pas si je crois, je mets une pièce, je crois qu'elle va durer très longtemps et ça va constituer, je pense, l'ensemble de l'émission de la semaine prochaine. Voilà, un truc spécial Summer Game Fest, et on suivra après la conférence Microsoft, Bethesda, etc. On est dans le faux E3, en tout cas le substitut de l'E3, ça fait plaisir. Ouais, c'est toujours une période excitante de l'année, quoi, c'est cool. C'est cool, on vous remercie, restez au frais parce qu'il fait chaud et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.